Avertissement, durant cet épisode, nous parlerons de suicide. Si ce sujet est un déclencheur pour toi, s'il te plaît, prends soin de toi en contactant ta LAIDE au 1-800-567-96-99. Bonne émission. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. Ou encore des mots vraiment pas gentils. À deuxième shot, tu t'as deviné, puis finalement... Oreille chaste, s'abstenir. Il n'y avait plus de quoi rire. Quelqu'un joue pour vrai. Au 71. Je répète, au 71. Ah, ma tabarnak. Personne ne doit vraiment être blessé. Ma colombe est blessée. Le jeu de la mort est simplement un moyen qu'Émilie, Mathilde et Jean-François ont choisi durant leur dernière année de secondaire pour donner une leçon à ceux qu'ils méritent. Les tricheurs. Qui joue toi? Les menteurs. Oh chérie, c'est toi qui as mangé les chocolats? C'est pas de chocolat. T'es sûr que c'est pas toi qui as mangé les chocolats? Non. Pourquoi t'as la bouche pleine de chocolat? C'est pas de chocolat. Les méchants. Check, t'as fait un décès. Oh, c'est même pas vrai. Je t'ai fait regarder. Pour tuer quelqu'un, il suffit de l'humilier en public. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se déroulent. La première victime se retrouve à l'hôpital. Docteur Saint-Cyr, est-ce que je peux m'en sortir? Je vais pas vous mentir, non. Puis, d'autres accidents insolites surviennent. Docteur Saint-Cyr, est-ce que je peux m'en sortir? Oui, mais il va falloir changer votre couche. Jusqu'au jour où quelqu'un y laisse sa peau. Docteur Saint-Cyr, est-ce que je peux m'en sortir? Vous m'en direz pas. Vous avez l'air de Freddy Krueger, puis c'est même que ça va rester. Oh non! Les trois amis abandonnent leur idée de vengeance, mais le jeu se poursuit de lui-même. Le jeu de la mort n'en est plus un. C'est ça! Le jeu de la mort. Frisson numéro 37. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur, Jean Saint-Roch, et je suis en compagnie d'une amie d'enfance. On dit ça de même, là. Adolescent. Quelque part entre les deux. Tween. Anne-Marie Dumouchet! Allô? Ah, le jeu de la mort que tu m'as réservé depuis tellement longtemps puis qu'on a cherché. Et merci Laurence de Québec qui me l'a vendu, qui me l'a envoyé en même temps que j'ai acheté les chairs de poule pour qu'on en ait deux pour qu'on puisse le lire ensemble. Comment ça va, Anne? Ça va bien, je suis assez contente d'être là. Hey, Depuis 2-3 mois qu'on attendait le moment d'enregistrement. Premier enregistrement ensemble de Frisson. Je capote. El Juez de la Muerte. La muerte. Excuse, je prenais une gorgée de ce délicieux thé. Ben écoute, j'ai le mien aussi. Je vais le siroter à qui mieux mieux. Hey, on est rendu à 38 ans en train de parler de Frisson. Oui, ben c'est un retour au Frisson, je dirais. Moi, j'ai pris une petite pause, tu sais. Une pause de 20 ans. Quasiment 25, mais je suis revenue avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, avoue, hein? Quand même. Tu es celle qui frappe dans la vie à grands coups de muerte. Ah, si boulot, j'ai le 90s au fond de tapis. On a lu Le jeu de la mort, qui est le Frisson numéro 37, qui est sorti tout de suite après Un Noël sanglant, puis avant La Gardienne 3. En fait, il est sorti en même temps que La Gardienne 3. En général, là, toi, t'as pensé quoi? Puis pourquoi tu voulais ce frisson-là en particulier? Ben moi, je suis bien visuelle. Fait que quand j'ai vu la collection de frissons que t'as dans ton studio, ouais, tu sais, là. J'ai vu, je regardais, bon, tu sais, je me rappelle pas tant des histoires. Tu sais, je me rappelle de l'idée des histoires que j'avais lues. J'avais lu beaucoup de frissons là, à l'époque. Mais c'est vraiment les couvertures qui m'ont le plus frappé. Puis c'est par les couvertures que j'étais capable d'identifier lequel j'avais lu auparavant. Puis celui-là, Jeu de la mort, avec le blouson sur la pierre tombale, ça m'est bien resté. Ça m'est bien resté. Puis je l'ai vu, puis je voulais aller dedans. Mais je me rappelais même plus de l'intrigue ou rien. Ah non? Non, pas du tout. Fait que c'était un peu comme si je le relisais une deuxième fois. Fait, mais je sais que je l'avais lu parce que je l'avais. Fait que tu te rappelais plus c'était qui, tu te rappelais pas plus comme. Parce que c'est la plupart du temps des whodunit, là, les frissons, là. Mais toi, ton historique, justement, avec les frissons, là, est-ce que toi, t'as trippé quand t'étais petite? Ben oui. Ben, c'était ça qui était à mode, hein. C'est ça qui se vendait 2 pour 1 à la pharmacie à côté de chez nous, tu sais. Au Costco. Au Club Price, dans le temps, ils vendaient 2 pour 1. Où ça?
Au Club Price. Au À la Club pharmacie, Price, ouais. ils vendaient full price à 5,95 puis c'était cher. Ben, je me rappelle plus c'était combien ou quoi, mais c'était le livre accessible, tu sais, pour les jeunes un peu partout, peu importe où tu allais faire ton épicerie. Babysitter. Tu allais acheter tes choses. Puis tout le monde en parlait, puis c'était ça, puis j'en avais lu. Puis tu sais, la lecture, quand on est jeune, on n'a pas trop d'amis, on sait pas ce qu'on fait de notre corps, ben c'est ça, tu sais, c'était ça. Fait que j'en garde malgré que j'ai pas mal tout oublié parce que la vie fait ça. Je me rappelle de ces lectures-là comme étant quelque chose de réconfortant. Là, puis mon Dieu. Ouais, ben tu as trouvé le mot exact, réconfortant. Moi, c'est exactement ce que ça représente pour moi, les frissons. Ouais. Le réconfort. Tu sais, l'odeur du livre, tu sais, la couverture que j'ai déjà vue, l'intrigue que, oh mon Dieu, ça va être qui? Puis ça me fait vivre un petit thrill, mais ça me met pas en danger, moi. Tu sais, il y a quelque chose de beau, de chaleureux là-dedans. Merci, Frisson. Je le dis à toutes les épisodes. Puis tu sais, je pense qu'on pourra en parler plus tard. Je sais pas à quel point je vais trouver dans le commentaire, sachant qu'il y a des questions qui s'en viennent, mais pour moi, le lire, c'était comme d'écouter un film. La façon dont c'est écrit, c'est très visuel, puis on décrit tous les micro-moments, puis toutes les petites interactions qui seraient de l'ordre de l'acteur. Tout est là, tu sais. Fait que c'est comme si j'écoutais un film. Fait que ça aussi, c'est les règles, les fameuses règles, les tropes des frissons. Tu sais, que tu sais que ils veulent que je pense que c'est elle. Ils veulent que je joue ça parce qu'ils mettent cette graine-là. Puis tu sais, toutes ces affaires-là, puis que finalement, tu te rends compte à la fin, t'es comme, je le savais, mais tu le savais pas. Puis t'oses pas le dire, t'es en esti si tu le devines ou tu le devines pas. Puis la plupart du temps, tu le devines. Je suis full mélangeant en ce moment, mais c'est ça un frisson. Ouais. Mais en tout cas, j'ai été en tabarnak à ce moment. Fait que non, très bien. Mais tu le décris très bien, là, cette idée-là de tu penses que tu le sais, finalement, c'est pas ça. Puis finalement, t'avais raison, mais à la deuxième shot, tu t'as deviné, puis finalement. Ouais, c'est exactement. Des rebondissements. Tu sais, puis selon l'auteur, tu peux à peu près savoir. Puis tu sais, moi, le jeu de la mort, je trouve que c'en est un des très bons. Moi, la couverture, la veste sur la pierre tombale. Ben oui. Je le trouve plus beau en français qu'en anglais, l'original. C'est OK. Et je l'ai ici, là, je vais aller te le chercher tantôt pour que tu le vois. Puis on dirait qu'en français, puis je sais pas si c'est parce que moi je suis québécois puis que j'ai trippé Frisson puis que c'est ceux-là que j'ai vus en premier, mais le fait qu'il ait mis la tête de mort au lieu du haut, là. Ben oui. Hey, moi je sais pas c'est qui a eu cette idée-là puis où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, là, mais si toi je te rencontre, je te French, je capote, je trouve ça beau, je trouve que c'est une bonne idée. Une petite touche. L'écriture, quelqu'un joue pour vrai. Il est écrit exactement à la bonne place. Les couleurs sont parfaites. Il est beau en argent, il est beau en gris. Bravo, celui-là. Je trouve que c'est un des plus beaux. Lui puis La Gardienne 3. C'est les deux covers qui me font le plus... je capote. Tu sais, je les trouve beau. Ben oui, non, c'est magnifique. C'est le genre de composition bien simple, mais qui est symbolique puis qui encapsule tout ce qui est important dans le livre. Exactement. Je trouve que c'est une très belle couverture. Puis j'ai bien flashé quand j'ai vu ça. Alors, là, y a-tu un teaser? Ah non, il n'y a pas un teaser. Il y a une dédicace qui est à Grover, qui ne lira jamais ce livre, ainsi qu'à Sharon et Wesley Grover, qui, eux, le liront avec reconnaissance, amour et espoir. Là, moi, je veux savoir pourquoi Grover, il lira jamais le livre. Moi, je pense que c'est un chien. Ils l'ont nommé avec le nom de famille, là, Grover, le protecteur de la maison, qui est tristement parti. Probablement, oui, c'est vrai, parce que le livre était quand même... il n'y a pas de teaser, fait que d'abord, je sais pas quoi dire. Ben, il y en a un teaser, non? Ouais, ça, c'est le résumé. C'est ce qui est lu par Marc Boisclair. Bonjour, Marc Boisclair. Oui, c'est le rédacteur en chef d'Horreur Québec. Bonjour. On aime, bonjour. Oui, c'est la voix de l'horreur. Je vais regarder s'il y en a un dans le livre en anglais. Donnez-moi un petit instant, on vous revient après cette pause. À Frisson sur le pod. Fait que là, on est revenu. Allô? Excuse, c'est vrai, j'ai comme ramené le son ici à nos oreilles, là, parce que là, tantôt, il fallait que je revienne d'abord. Je commence à comprendre. Tu sais, j'ai une carte de son externe de l'ordi depuis un petit bout. Pourtant, je viens de commencer à l'utiliser comme il faut. Là. Fait que là, le blue screen, la petite surprise qu'on a eue, on n'a pas trouvé ça drôle. Non, mais on vit avec. Puis on est résilient. Ouais. Fait que là, on parlait... Ouais, c'est ça. La petite dédicace à l'intérieur. Ouais, on cherchait le teaser, c'est ça. Puis là, il y en a-tu un finalement en anglais, un teaser? Je pense que... Ah oui, il y en a un direct là. Tiens, bon, je vais te faire ça en anglais. Check-moi pas aller, toi aussi. C'est boy. On va mettre la lumière un petit peu plus forte, par exemple, parce que... Vas-y. J'ai pas de lumière dans les yeux. It was supposed to be a game. It's a game my sister played at a retreat once. Lenny said, The dead game. Everyone had an assigned target, and each player was a target too. So while you were trying to kill your target, someone else was trying to kill you. The last one left alive was the winner. She glanced at Jackson. He looked interested. So did Ming.
a kind of bloodless vengeance, Jackson muttered. Fait que là, ici, on vient d'apprendre leur nom en anglais. Émilie s'appelle Lenny, Mathilde s'appelle Ming et Jean-François s'appelle Jackson. Donc, en anglais, on a de la diversité, puis je pense qu'on n'a pas compris comment donner ce nom-là. Quoique, je me rappelle, dans Danger, élève au volant, il y a un des personnages qui est asiatique, puis son nom de famille, c'est Nguyen. Ça, c'est vietnamien. Ah, OK. Oui. Mais comment qu'on dit avec le N au début, s'il te plaît? Nguyen, je pense. Nguyen, merci. Je suis désolée si je le prononce pas bien, mais j'ai l'impression que c'est ça, Nguyen. Ah, j'aimerais ça qu'on me l'apprenne à un moment donné, puis qu'on me le dise comme il faut, puis que je m'en rappelle, parce que sûrement qu'on me l'a dit 30 fois, puis que je m'en rappelle même pas. Donc, le jeu de la mort, moi, là, je vais y aller dans une petite fiche technique au début pour te dire... Va t'emprunter ton document. Vas-y, moi, je suis toute oui. Ben oui. C'est parce que c'est à la fin que je l'ai mis. J'ai eu cette brillante idée-là. Le jeu de la mort, Frisson numéro 37, publié par les éditions Héritage Inc., maintenant Héritage Jeunesse, qui maintenant, Frisson est rendu sa propre maison d'édition, by the way. Durant le premier trimestre de 1994, en 157 pages. Il a été traduit de l'anglais par Louise Binet, qui a aussi traduit Un Noël sanglant et La Gardienne 4. Le titre original, c'est The Dead Game et est écrit par A. Bates, Olin Bates, dans le fond, qui a écrit aussi Le Frisson numéro 3, qui est à l'appareil. Il a été publié en anglais le 1er mai 1993, originalement par la maison d'édition Scholastic Inc. Il a reçu 7 éditions au total, incluant Frisson, et la dernière édition est la version Kindle qui est sortie en 2012. Tabarnouche, c'est merveilleux. C'est l'histoire du jeu de la mort. Est-ce qu'on est prêt à entrer dans le feu de l'histoire? Moi, je suis prête, je n'attends que ça. Alors, tu m'interromps quand tu veux. D'accord. Pour les raisons que tu veux. Faut juste que j'essaie de me rappeler de mettre mon doigt ou de surligner l'endroit où je suis rendu pour pas me perdre. Anne-Marie, laisse-moi te raconter mon frisson. Chapitre 1. Nous faisons la connaissance de 3 adolescents lors de leur dîner à l'école. Émilie joue au basketball avec sa nourriture, exprimant ainsi sa déprime d'injustice. Jean-François se plaint parce qu'il aurait pu manger cette nourriture et Mathilde essaie bienveillamment d'apaiser son ami. Bon, l'autre qui s'étouffe déjà. Ben, écoute, j'en reviens déjà pas. Émilie est frustrée à cause des jumeaux Alexis et Antoine qui, transférant d'une école privée en fin de secondaire 5, ont des acquis non mérités et sont considérés premiers de classe en graduant, prenant ainsi la place de Mathilde en tant que première. C'est vrai que c'est chiant. C'est chiant, mais la vie est chienne. Ouais, je sais. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de l'apprendre au secondaire. C'est comme, I'm just saying. Tu sais pourquoi répondre à ça? Parce que c'est vrai. Écoute, ça m'a un peu écœuré les premières lignes quand j'ai commencé à le lire parce que il y a quelque chose dans le livre, puis ça commence direct au début, le lait. Tout le monde boit du lait. As-tu remarqué où tout le monde boit une limonade ou des drinks d'enfants? Fait que quand on lit ça à notre âge, on dirait que c'est des petits détails qui te ramènent au fait, hey, c'est des kids, ces enfants-là. Ouais. Qui découvrent, tu sais, quelque chose. Fait que ce qui m'a écœuré au début, c'est le morceau de pizza dans le berlingot de lait. C'est-tu pas dégueu? Sacrifice, j'avoue, moi tout, ça là. Ben, dans un autre frisson, dans La Gardienne, le gars, il met une pizza dans sa poche. Oh mon Dieu. C'est comme Napoléon Dynamite avec les tater tots dans ses culottes. J'ai même pas vu encore. Ah non, faut l'écouter, c'est absolument merveilleux. Ah ouais, hein? Ben, ouais, oui. c'est ce qu'on m'a dit. Mais je trouve ça, déjà là, c'est une belle description du monde au secondaire. Le monde, je veux dire, l'environnement, le mindset. Dans notre temps, nous autres, en tout cas. Oui, ben certainement. Je pourrais pas parler d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un cours de mathématiques avec M. Normand. Monsieur Normand. C'est quoi? Normand Chouinard, qu'on salue, qui n'est plus de ce monde, fort malheureusement. Ah non. Non, il est décédé il y a une dizaine d'années, je crois. Mais quel bon professeur. Moi, je l'ai pas eu, mais tout le monde, oui, il était gentil, comme quand on le croisait dans les couloirs. Moi, je me rappelle de Madame Nourri. OK. Madame Nourri, oui. Mais c'est ça, tu sais, je pense que juste lire le premier chapitre, qui est pas très long, tout de suite, j'ai ressenti le secondaire, tel qu'on l'a vécu. Mais tu sais, la bouffe de cafétéria, le berlingot de lait, on dirait que ça m'a tout de suite ramené au fait, hey, c'est des jeunes secondaires, c'était ça met confortable un petit peu, hein. Tu sais, il y a toujours un petit côté que t'es comme, t'es pas bien d'être là, t'es bien d'être avec tes amis, là, mais... Ben, puis comme t'as dit, tu découvres le monde, là, aussi, au secondaire. Tu commences à avoir les premiers pas dans ce qui est la société, là. Fait que parler d'injustice, ça touche évidemment tout le monde. Mais quand tu découvres ça à 12, 13, 14, 15, à l'adolescence, là, ça fait mal. C'est sérieux. Oui, c'est ça. Fait que je trouve que c'était bien amené. Elle a travaillé, elle est au secondaire 5, ça veut dire que secondaire 1, 2, 3, 4,
Elle a travaillé comme une folle pour avoir cette place-là. Puis là, eux autres, ils arrivent. Puis parce qu'ils sont d'une école privée qui est reconnue plus de renommée, ben, elle se fait bumper de sa place. Comme. Puis aux États-Unis, c'est pire, hein, parce que quand t'es le premier, t'es comme valedictorian. Là. Oui, c'est ça. Il y a des termes, là. Puis il y a des privilèges qui viennent avec ça. Ben, fait que, c'est ça. Fait que là, c'est ça que je décris justement. Mathilde, qui a travaillé si fort pour obtenir cette place, réussit quand même à rester positive. Quand même. Tu sais, c'est pas le plus positif qu'on peut, mais pour une ado, je trouve qu'elle fait bien ça. Oui, quand même, chapeau. Bravo, Mathilde. Les trois amis discutent de façon idiote de se débarrasser des vilains quand Jean-François propose de faire quelque chose d'aussi méchant qu'eux. Émilie propose alors de les tuer. Quand ses deux amis la regardent abasourdie, elle répond « La mort. Je suis tout à fait sérieuse. C'est la solution parfaite. » J'aurais pu être Émilie. Chapitre 2. Émilie arrive de justesse à son cours d'art. Ah. OK, drette là. J'ai une affinité avec ça. J'ai eu des cours d'art. J'enseigne l'art. Fait que déjà là, ça vient me chercher. Avouez que j'ai choisi mon invité, cher Poussineau, Poussinette de l'horreur. Hein? Mais juste là, j'étais hooked. Je me disais, comment est-ce que notre auteur Bates va décrire ça, là, ce monde-là? Puis attends, je vais t'expliquer ça, tu vas voir, tu vas pouvoir m'en jaser. Émilie arrive de justesse à son cours d'art, évitant ainsi les sermons de sa professeure passionnée de la ponctualité. Ah, ben j'ai pas été méchant avec, finalement. Juste passionné de la ponctualité. Ben oui. Ben, mais dans le livre, c'est un peu plus stéréotypé que ça, parce qu'on dit que la prof dit aux gens que vous pouvez ne pas manger, ne pas dormir, mais en autant que vous venez à mon cours puis faire de l'art, c'est ça. Ah, mon Dieu. C'est l'espèce de mythe d'artiste qui souffre, mais qui fait de l'art. Moi, je veux mon café le matin, puis je veux manger ma pomme, mes pinottes, ma pomme, je sais pas. Tu manges pas de poire? Parfait. Seulement l'été. Seulement l'été, dans un solstice. Mais ma pomme, mon repas, je sais pas ce qui me vient en tête, je sais pas pourquoi. Là. Un gruau aux ananas. Ma toast au beurre de pinot. Quelque chose, mais tu sais, c'est. Ouais. Mais c'est ça qui est beau, c'est toutes ces grandes exagérations-là, émotives dans le livre. C'est pour ça. T'en voyais-tu comme la prof dans Harry Potter là, qui sort les plantes, là, puis elle a des grosses lunettes que tu vois des fonds de bouteille, là, puis faut stresser. Là. Capote pas, là, mais j'ai pas vu J'allais dire Harry Styles. J'ai jamais rencontré non plus, à vrai dire. Mais Harry Potter, j'ai jamais écouté ça. Fait que toutes ces références-là, j'ai toutes manqué ça. Mais non, mais le personnage de... Et pas juste la prof, mais tu sais, le monde de l'art. Puis la jeune adolescente qui fait de l'art, ça me touche. Ouais, puis elle, surtout qu'en plus qu'elle dit qu'il est comme potable, son art, parce que justement, c'est ça. Elle songe à la réaction de ses amis face au manque d'explication de son idée de tuer le monde, tout en tentant de garder son vase de poterie élevé, mais n'y arrive pas. Émilie est alors témoin d'une scène pathétique exécutée par Florence. Un instant. Est-ce qu'on peut juste rappeler qu'en anglais, Florence, c'est Brenda? oui, ça la décrit très bien. Ouais. C'est comme spot on. Ouais, c'était écouté dans un autre ou un autre, tu sais c'est qui, là. Brenda, exactement elle. Troublemaker, là. On dit bonjour à Shannon Doherty en même temps. Bonjour, ben oui, on aime. Qui fait une crise émotionnelle et existentielle causée par son échec à fabriquer son vase. La professeure prend pitié d'elle et, considérant sa passion artistique, il lui donne un A pour son projet. Émilie se frustre intérieurement car elle sait qu'elle fera un vase décent et obtiendra un simple C. Est-ce que tu fais ça, Anne? Si je donne des notes random? Ouais, tu donnes-tu un A à un élève? OK, non, ça, c'est un autre. Quand tu donnes un A, il y a une raison pour laquelle tu donnes un A. Puis c'est pas une raison basée sur ton appréciation personnelle. Il y a des critères qu'on développe et tout, basé sur la technique, la réflexion, puis blablabla. Puis je n'enseigne pas au secondaire, ça doit être différent, mais je présume que c'est pas mal la même chose. Ouais. Oui, parce que dans l'enseignement, on n'enseigne pas juste ce que nous, on aime et ce que les gens doivent faire, puis on pense qu'on a la vérité infuse. C'est vraiment d'autres genres de critères. Puis s'ils sont rencontrés, ben il y a des A. Donc, je pense qu'il y a une rigueur qui n'est pas nécessairement décrite ici, mais je pense que ça sert à autre chose ici. Fait que fuck Florence. Mais quand même, il y a une chose qui est quand même réelle puis concrète, c'est la frustration de sentir que... Et là, je parle de moi-même en tant qu'étudiante à une certaine époque ou ce que je vois aujourd'hui, de sentir que tu as fait quelque chose de bien, d'incarner, de ressenti, de réussi, puis de pas avoir la note ou même l'appréciation qui va avec, puis de pas comprendre pourquoi ça mérite mieux. Ça, I get it. Ben, j'ai vécu quelque chose de similaire, moi, au secondaire, là, avec un prof. C'est un cours de musique? Non, pas du tout. Non, en fait, là, ce qui est arrivé, c'est que j'étais exempté de mes cours d'éducation physique. Oui. Puis, il fallait que je fasse un travail sur un sport. Puis, j'avais été demander à mon prof si je pouvais le faire sur la danse. Ah, ben oui.
Puis, il avait fallu que je débatte. Hey, on parle de 2001, là. Oui, fait oui, que, oui. il avait fallu que je débatte, expliquer pourquoi que je considérais que la danse était un sport, puis ça avait pris une couple de semaines avant qu'il me donne une réponse si je pouvais faire sur ce sport-là, et je mets ça entre guillemets parce que... Puis, finalement, j'ai eu un... ça n'a pas passé. J'ai pas passé Ça n'a pas passé. Non, c'est pour ça que j'ai eu un 100% en musique de Yves Gariepi, mais que je remercie encore ben parce oui. que ça compensait. OK. Ben, tu sais, je l'enseignais, la musique, dans le fond. Moi, j'enseignais, je sais pas si tu te rappelles. Ben, là, absolument, dans les... dans les notre local, toilettes, ok, ouais. oui. C'est fou. On était là. J'étais, ah non, quel souvenir. Mais, tu sais, c'est quand même ça, c'est chiant en crise, là. Mm-hmm. Mais, puis aujourd'hui, ben, on voit des shows comme Révolution, puis des affaires de même qui passent. Puis Sarah-Jeanne Labrosse, elle dit que c'est un sport, puis c'est athlétique de danser. Ben, c'est comme dire le sport, ça doit être compétitif, ça peut pas être amusant et inclusif et collectif. On dirait que c'est... Ben, en fait, c'est juste cette que pour lui, mentalité-là. ça fonctionnait pas. Ouais, Puis c'était, je sais pas, c'est une façon de me punir. Mais j'ai pas passé mon éducation physique au secondaire 5, imagine-toi donc. Ben, si, boulot. Ouais, c'est le fun, hein? Mais regarde, je m'en sors très bien. Aujourd'hui, Ben, je lis des frissons, puis la vie est belle. Ouais. Alors, on revient à Émilie, qui dresse alors, après avoir vu Florence péter une coche à son prof, elle dresse alors une liste noire dans sa tête en souriant à Florence, qui en fait partie de sa liste, avec Antoine et Alexis, et peut-être même sa sœur, qui habite si loin. OK, l'histoire de la sœur. La sœur. Puis là, je trouve que c'est le seul personnage, pas Brenda, mais Émilie, c'est le seul personnage où on embarque profondément dans son intimate journey. Là. Puis on comprend. Non, mais tu sais, on a beaucoup de détails sur son background. Que ça, parce que finalement, on se fait tout avoir à la fin, mais OK, on peut spoiler, by the way. Mais, Oh, OK, je savais pas. Ah, OK. Mais on embarque quand même dans sa sœur, ses déceptions en tant qu'artiste. Je trouve c'est mieux décrit que Mathilde ou même Jean-François où c'est décrit en surface. Mais elle, on a tellement d'informations sur comment elle sent. Puis on le sent avec elle. C'est vrai, puis avec ça. sa sœur, moi, c'est une de mes scènes préférées, même malgré qu'elle est tôt, là, quand même, dans le livre, c'est pas mal au début. Mais je la trouvais emblématique, cette scène-là. La scène avec sa sœur. Ah! Non, avec Florence, puis comment elle décrit, puis tout ça. Puis elle parle un peu de sa sœur aussi. Puis on parle de ses déceptions. Mais c'est vrai qu'on apprend, on la connaît mieux, Émilie, que toutes les autres. Oui. Puis, tu sais, c'est comme... C'est bien pensé, pareil, tu sais, parce qu'à cause de ça, on la soupçonne pas. C'est pour ça que l'autre jour, quand je t'ai vue à Noël, j'avais pas fini le livre. Je savais pas comment ça se terminait. Puis on comprend maintenant que c'est Émilie, la méchante. Celle qui joue pour vrai. Mais je t'ai dit, Émilie, c'est une bitch, j'ai pas fait. Puis j'ai dit ça un peu parce que je ressentais ça, mais j'ai dit ça pour faire rire la galerie, c'est tout. Mais finalement, j'avais raison. Tu avais bien Écoute, prédit. Oui, Tu es une vraiment. experte en frissons. Ben, Faut se reprendre. Ben, certainement. Je vais porter un beau chapeau la prochaine fois. Ah oui! Il peut être brun. Je sais qu'il y a une scène avec ça. Oui, OK. Je peux le mettre. Chapitre 3. Émilie attend Jean-François et Mathilde dans le stationnement de la polyvalente et ceux-ci arrivent plutôt tard, immédiatement sur la défensive. Nous ne pouvons pas faire ça, dit Jean-François qui pense qu'Émilie veut vraiment tuer quelqu'un. Celle-ci les traite d'idiots pour les calmer et les invite à aller manger un morceau au casse-croûte pour s'expliquer. OK. Puis là, ils vont parler. Il y en a un qui va chercher des berlingots de lait, encore une fois, pour les autres. Là. Puis une limonade. Puis avec de la glace, là. Puis, tu sais. Ils peuvent pas boire d'alcool, ça. Non, on est dans Watatata. Ben oui, mais c'est mieux que ce soit comme ça. Ben en fait, imagines-tu mettre de l'alcool là-dedans? Comment ça aurait viré ce Mais soir? le fait que ce soit du lait. Ah, ouais, c'est vrai. C'est parce que... Mais c'est cute. Il n'y avait pas des gens intolérants au lactose dans ce temps-là. Non, ça n'existait pas. Tout le monde chiait. C'est du lait de vache, les amis. C'est pas du lait d'avoine. Donc, une fois installée au bord de la mer, parce que c'est sûr, tout le monde va au bord de la mer avec un casse-croûte, Émilie propose à ses amis de jouer au jeu de la mort. Un jeu auquel sa sœur a joué lors d'un voyage à Québec. Oh. En anglais, c'est où? Je sais pas. Attends, c'est dans le chapitre 3. Tu peux chercher. En attendant... c'est moi qui l'ai en fait. Dans ce jeu, pour tuer quelqu'un, il faut l'humilier publiquement sans se faire repérer. Chaque participant doit choisir une cible et ensuite, tout le monde pige au hasard parmi celles-ci. La cible pigée doit devenir la victime, celle qui doit être tuée. Est-ce que tu as trouvé c'est où? Ben, enfin, en anglais, ils disent « in a retreat ». A game she played in a retreat. Donc, on dit pas où exactement. Ben, c'est à Québec. Nous autres, on a la réponse. Ouais. C'est dans le note qu'on l'a trouvé. Elle a parlé anglais dans le Vieux-Québec. Ça a bien été. À monter l'affaire, là, comment ça s'appelle, là, en arrière du château Frontenac, là? Je veux dire la citadelle parce que je sais pas quoi, trop. Une citadelle? On s'excuse pour les gens de Québec.
Mais tu sais, Ben, c'est pas un truc militaire. Non, c'est le truc militaire. C'est les tours militaires. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est que tu pars d'en bas puis tu montes en haut puis ça monte un peu tranquillement. Ah, mon Dieu, OK, oui. Là. Je sais, là. Il y a des câbles puis tout. Oui, je sais. Moi, ça me fait peur de monter là-dedans. J'ai regardé en bas puis je suis comme... Oui, on t'amène du vieux, du Haut-Québec ou Bas-Québec. Ouais. Basse-Ville, Haute-Ville. Hey, mon Dieu. Donc, je suis rendu où, moi, là? Attends. C'est rendu à Québec. Ouais, c'est ça. Ils se mettent ensuite à brainstormer sur la façon d'éliminer Alexis et Antoine et déduisent que la façon de les atteindre est par l'apparence et le prestige. Mathilde suggère de voler le blouson d'Antoine. Elle se porte volontaire pour le faire et tous sont d'accord. Quand Mathilde admet qu'Antoine lui a demandé de sortir, le regard de Jean-François s'assombrit, ce qu'Émilie interprète comme de l'amour envers sa copine. Ça prenait une histoire d'amour. Ben oui, ça la prenait, puis elle était bonne, j'avoue. Mais ça n'arrêtait pas que ce soit comme entre Jean-François puis Antoine. Oui, ben il y a ça aussi de lire les vieux frissons, puis de se dire, oh, OK, ça reste hétéronormatif, ça reste des codes moi, je mets des gays très... partout. Ouais, ben, non, mais ce serait cool, tu sais, de voir ça. Ouais, moi, absolument. quand j'étais jeune, là, je mettais des gays partout dans les frissons, dans mes histoires. Il y en a-tu d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des histoires? Il y a une insinuation de gay dans un week-end très spécial que je me rappelle, mais dans les nouveaux frissons, oui. Track obscur, il y en a un, ils ont réglé ça. Ah ouais, non, c'était écœurant. Moi, je capotais. J'arrête pas de le dire comme, je dis pas que c'est le meilleur frisson des nouveaux, quoique très bon, mais j'ai un soft spot. Oui. Comme je l'adore à cause de ça parce que quand je l'ai lu à une assise parce que j'étais le personnage. Ouais. Puis tu sais, il y avait pas de flafla là. Mais ça je l'ai dit dans plein d'épisodes, vous savez comment je suis content de ça, mais enfin. Mise à jour. Il y a aussi un personnage homosexuel dans le nouveau frisson. Spectacle morbide de Rachel Graveline. Note FSLP. 4,6 sur 5. Mais là, dans le jeu de la mort, Jean-François, moi, j'étais fou de lui. Là, je finis le chapitre en disant après ce que son arrivée m'a coûté, attends, là, on parle de l'amour envers sa copine. Émilie dit ça de sa copine Mathilde, qui est en amour avec Jean-François. Puis là, Mathilde, elle parle par rapport à l'autre qui a demandé de la dater. Là, comment il s'appelle? Quand Mathilde admet qu'Antoine... le gars. Okay, c'est ça. Quand Antoine a voulu la dater, elle parle d'Antoine. Elle dit... Après ce que son arrivée m'a coûté, j'aurais pu... Commence Mathilde. J'allais dire, j'aurais pu le tuer. C'est pour ça que je trouvais ça bon quand elle dit ça à la fin du chapitre 3, là. Tu te rappelles? Parce qu'il vient de parler du jeu de la mort. Puis là, j'allais dire tuer. C'est ça. Excusez. Oh mon Dieu, je viendrai comme... Allô? Tu m'as entendu, hein, Toutou? Oui, c'était beau. OK, chapitre 4. Le lendemain, les trois amis observent Antoine qui porte son blouson malgré que Mathilde l'ait volé la veille. Elle explique à ses amis qu'en revenant de leur rencontre, elle a aperçu Antoine en train de forniquer avec Florence et qu'elle a saisi son blouson pour l'accrocher à une pierre tombale dans le vieux cimetière. C'est la couverture illustrée, c'est ça. Et quelle couverture. Je l'aime. Je te jure, je pourrais l'avoir en casse-tête, en background. Je sais pas pourquoi, je trouve ça épeurant. Oui! En tout cas. C'est l'Halloween, les amis. Oh. Il y était toujours ce matin quand elle y est passée. Les amis décident alors d'aller vérifier et trouvent le vêtement encore en place. Mais ça, OK, non, je vais trop vite. Je te laisse aller à un autre moment, mais je l'ai trouvé évident, là, ce passage-là. Je vais dire pourquoi. Continue ta lecture. Oui, mais oubliez l'affaire du veston. Ouais, c'est revenu loin dans le livre. Je sais, moi aussi, à un moment donné, j'étais rendue plus loin dans la lecture. Je me dis, coudonc. Mais c'est parce qu'elle a rendu au bout de où est-ce que c'est révélé. Ça n'avait pas tant d'impact. Ils sont rendus tellement dans la marde que tu t'en calisses du veston. Là, vraiment, c'est ça. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Puis ça n'a pas d'impact, ça n'a pas rien. Il y a pas de. C'est mal cousu dans le reste. Ouais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui a été coupé ou quelque chose de même aussi. Là, ça se dans peut, la traduction, peut-être. Ça arrive des fois. Là, ouais. Les amis décident alors d'aller vérifier et trouvent le vêtement encore en place. Ils aperçoivent aussi la mise en scène que Mathilde a créée avec des branches et des roches pour former un squelette et la félicitent. OK. Je l'ai trouvée folle, Mathilde. Moi, je trouve ça fucking intense. Parce que là, elle décrit qu'elle utilise des petits bouts, des branches, puis elle recrée comme des fémurs, puis des os, finalement. Puis elle décrit avec une certaine passion enfantine qui me l'a fait soupçonner à cette époque-là. Tu vois, c'est drôle. Moi, j'ai pensé, je me suis dit, si ça avait été le même auteur, je me suis dit, c'est peut-être elle qui aurait fait le coup à Fée Roxy dans Vague de peur.
Là, tu dans un perds. autre frisson, Oh, mon numéro Dieu. 52. On traverse les frissons comme on traverse la vie. Ben, c'est parce que c'est drôle parce qu'à un moment donné, la fille, elle freak out, puis c'est à la fin de chapitre, puis elle fait comme une grosse crise de nerfs. Puis le cover de Vague de peur, c'est comme un squelette avec une camisole, genre. Ah oui. Dans le fond, ça, c'est une hallucination qu'elle a parce que c'est quelqu'un qui a fait ce qu'elle vient de faire avec des roches puis des branches. Oh! Qui a voulu faire Hey, une les joke. rappels quand même. Ben, c'est ça. Ben, c'est même pas le même auteur en plus, tu sais. Fait que c'est, tu vois que c'est un il y a trope quelqu'un qui a pensé à utilisé. ça, je suis certaine. C'est chaud. Alors qu'Émilie entend les gicleurs du parc école, Jean-François invite ses copines à courir pour éviter d'être mouillées ou de faire le tour du parc, ce qui rallonge leur trajet. Mais ce détail-là, C'est il est important. C'est important. Les gicleurs, courir là-dedans, ça, je suis comme, OK, ça, c'est la partie du chapitre qui est importante pour la suite des choses. Moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, ça, c'est du feeling, là. Tu sais, il va juste, puis finalement, non, là, on apprend que c'est comme, dans le fond, super important, là. Pour Brenda. A.K.A. Florence. Moi, je refuse de l'appeler Florence, c'est Brenda. Oui, j'avoue. C'est comme en français, elle s'appelait Roxane dans Vague de peur, mais en anglais, elle s'appelle Roxy. T'as vu, c'est à quoi tu le topes de la tête, pis t'es comme, OK, ouais, ça marche, le Roxy. Une Roxane, tu veux l'emmitoufler de laine puis lui donner une tasse de thé, là. Oui, c'est ça, exactement. Ah, parlant de thé. Elles optent pour faire le tour et Émilie demande à ajouter un nom à la liste noire. Elles s'entendent pour une rencontre dans un futur rapproché et Émilie arrive en retard à son cours d'art. Marie sera pas contente. Mais des fois, c'est drôle parce que moi, je freak out là, quand quelqu'un arrive en retard. Là, vraiment. Ben, je freak out, je freak pas out, mais disons que c'est un big deal. Je freak pas out, mais quand il range, qu'est-ce que tu fais? À moins, tu sais, mais des fois, les étudiants, ils ont une raison, tu sais. Ouais. Ils partent de super loin, le bus, il y en a juste 2 le matin. On comprend ça. Mais il y a tellement d'informations qui passent au début du cours, puis après, ils travaillent. Ben, c'est vrai que ça peut, tu sais, s'il faut que tu en plus recommences toutes les explications puis tout. Là. Fait que si vous avez un cours avec Anne-Marie, arrivez pas en retard parce que la professeure la sermonne, mais félicite Florence pour son vase de marde. As-tu écrit vase de marde? Ouais. En plus, c'est de l'argile. Fait que... Ce qui a pour effet de nourrir l'envie d'Émilie de la douane. Ton soupir rendu long. C'est parce qu'il y a quelque chose de shakespearien dans les livres frissons, je trouve. Tu sais, c'est des grands thèmes d'honneur. Puis le tuer, évidemment, c'est une métaphore pour plein d'autres choses, mais c'est des gros drames, mais ramenés à l'échelle adolescente. Même dans le livre, c'est une métaphore. Pleinement, c'est ça. C'est vrai, c'est parce qu'il y a des meurtres, des fois, des frissons. Là, c'est ça que je dis mais ça, c'est tuer métaphoriquement. Là, il y a des gens qui meurent sans que s'en rendent compte, ils perdent le contrôle. Puis c'est ça, ils parlent d'honneur, de jugement. C'est Macbeth, ça, là. Tu trouves pas? Oh, t'es fine de... Non, mais tu sais, ramener dans un univers pour ouais, ados. c'est l'exagère. C'est Macbeth qui a un TPL. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas, après, il y a des créneaux, je sais pas, appelle ça comme tu veux, mais c'est les mêmes thèmes qui reviennent, tu sais, puis il y a de quoi d'humain là-dedans. À chaque numéro, en plus. Oui, puis là, il y a des trahisons à un moment donné, puis il y a des scènes vraiment, tu as l'impression c'est une tragédie grecque là, qu'on regarde, qu'on Moi, je classe ça dans un livre catégorie I Know What You Did Last Summer. Genre que il y a un secret, puis il y a une menace qui c'est le secret. Aïe, ça m'a pas dit que tu dises ça. Chapitre 5? Oui, vas-y. Okay. Les 3 amigos se rencontrent au casse-croûte pour établir les règles de leur jeu de la mort. Ils décident que les meurtres doivent être symboliques et que l'humiliation doit être publique. Ah, Seigneur. Ouais, je sais, c'est comme sérieux. Ça se ferait plus, ça, là. Mais ça, c'est avant les réseaux sociaux. Là. C'est avant les réseaux. Ouais, OK. Puis c'est rendu dans les réseaux sociaux, l'humiliation. On le voit peut-être moins dans la vie publique, mais. Ah ouais, jeu de la mort, ça serait beaucoup trop facile. Oui, mais quand même, on est dans une période de soins. Tu sais, on fait plus attention à. Si on fait des erreurs, on essaie de pas commettre la même erreur que les autres. On est plus dans un autre raisonnement, dans l'idée du soin de. Tu sais, le self-care, care of others, quelque chose que je célèbre. Je suis heureuse de voir ça. Donc, de lire ça, j'ai eu 0 malaise parce que c'est ça. Mais si j'avais 13 ans, puis je lisais ça, puis je suis dans un univers où une de mes grandes valeurs, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, je vais pas parler au cas de tout le monde, mais c'est quand même des valeurs promues de faire attention à l'autre. Ça pourrait être un petit peu choquant de lire ça. Ou je me demande à quel point les ados aujourd'hui peuvent s'identifier à cette énergie de la vengeance grave comme celle-là. Je sais pas, honnêtement. Ben, moi, je pense que le but, en fait, c'était de faire peur avec ce livre-là, de faire peur aux ados. Comme un comment on dit en anglais? Cautionary tale? Ah, ça, j'ai jamais su ce que ça voulait dire, cautionary tale. Là, si je me trompe pas, quelqu'un m'a expliqué ça il y a une couple d'années, puis je suis moins familière avec le thème, mais il me semble que c'est une histoire qui illustre une chose dans la vie à laquelle faire attention. Par exemple... OK, oui, comme l'homme
qui vient attaquer avec le crochet, ceux qui sont en train de faire l'amour dans l'auto, puis c'est pour empêcher justement les gens de faire l'amour. C'est ça. Ben, ce genre de truc-là. Oui, c'est ça. Cautionary tale. Cautionary. Caution. Be cautious. Moi, maudit que t'es caution. Je savais que c'est ça. On venait au bout de la joke, ça là. Donc, les victimes doivent avoir triché et affecté la vie d'autrui pour pouvoir être sur la liste noire. Tu sais, il y a quand même des critères qui sont, tu sais, sans vouloir être une personne méchante, je vais t'avouer que les gens qui sont sur la liste méritent d'être sur la liste. C'est comme, ils méritent pas de mourir, là. Non, parce que c'est une mort symbolique. C'est ça. Blablabla. Mais c'est des gens qui ont fait du mal à d'autres, donc pas juste à eux, mais à d'autres aussi. Donc, ils veulent venger les gens qui n'ont pas de voix. Tu sais, ça pourrait être vu comme ça aussi. Là, tu sais. Oh, c'est des beaux gestes. Ouais. Donc, la liste se termine comme suit. Florence, parce qu'elle obtiendra un A. Brenda, parce qu'elle obtiendra un A en art et son tempérament d'artiste. Carl de Blois, parce qu'il a dérobé Jean-François d'une victoire en 6e année. Jean Saint-Roch, lui, là. Qui démolit la réputation des filles qui refusent de sortir avec lui, et même celles qui sortent avec lui. Pierre-Luc, qui risque l'intégrité de l'équipe de football en prenant des stéroïdes. En plus d'Alexis et Antoine, Jean-François demande d'ajouter 2 noms sans devoir donner d'explication. Ralph Giroir et Julie Claveau. Hey, on peut-tu parler de ces noms-là? Julie Claveau et Ralph Giroir? Ouais. Aïe. Ralph Giroir, je trouve, c'est comme un dérivé de Karine Girard. Allô, Karine! C'est un cousin lointain. Il se fait-tu piger, Ralph? Oui, il se fait piger. Oh, ça se passe pas bien pour Ralph. Non, ça va pas bien pour Ralph du tout. Non, chapitre 6, watch out, c'est là que ça se passe. Mais il s'en remet. Ouais, mais il va être traumatisé à vie. Émilie est dans sa chambre et dresse la liste de règles du jeu de la mort au lieu de faire ses devoirs d'anglais. J'ai écrit page 36, ça veut dire Bruno va à la page 36 pour lire. Tirez un nom dans un chapeau. Vous disposez d'environ 2 semaines pour commettre votre meurtre. Si vous ne pouvez respecter le délai, remettez le nom dans le chapeau et laissez un autre participant tenter sa chance. Un meurtre réussi implique une humiliation publique. Plus l'humiliation est appropriée et dégradante et plus de gens en sont témoins, plus le meurtre est réussi. Travaillez seul, il est interdit de dévoiler le nom que vous avez tiré, d'obtenir de l'aide d'un autre participant ou de parler du jeu à qui que ce soit. C'est quand même tordu. Hein? En effet, oui. Vous pouvez vous faire aider de personnes qui ne font pas partie du groupe, mais seulement si vous le faites sans rien laisser échapper à propos du jeu, du but recherché ou du groupe. Quand toutes les cibles auront été tuées, nous voterons pour le meilleur meurtre et offrirons un petit quelque chose au vainqueur. Je me demandais c'était quoi le prix final. On le sait pas. Oui, en bout de ligne, c'est vrai, on n'est jamais allé là. Comme des vacances à Cuba. Des vacances à Chibougamau. À Québec. Ouais. C'est ça, à Québec. Ça va visiter la citadelle. Ramène-nous la définition, s'il te plaît. Monter en haut puis en bas dans une machine avec des cordes. Là. Oui. Hey, c'est quoi le nom de cette histoire-là? L'élévateur? Ben, peut-être, oui, je vais te... Il y a un terme pour ça. Moi, je m'en vais sur Google, les amis. Descendre la glissade. Non, c'est pas ça. Le petit Champlain. Mais pendant que tu trouves ça, je vais poursuivre le chapitre 6. Vas-y donc. Donc, Émilie qui a écrit tout ça. Elle pense ensuite à la victime qu'elle a pigée, Jean le Womanizer, et se rappelle l'humiliation qu'il lui a fait vivre suite à leur sortie dans le passé. Il a dit à tout le monde qu'elle ne savait pas embrasser et il a refait le même coup à Mathilde. Émilie se rend ensuite dans un magasin d'électronique pour s'acheter un petit magnétophone pour exécuter son plan en prenant le soin de choisir une succursale éloignée et de mentir au vendeur sur les raisons de son achat. Je suis encore dans l'histoire de Québec, les attractions, je vais lâcher le téléphone. Chapitre 7. Mathilde est chez elle, seule, à manger des restes de pizza et à songer à Ralph, la victime qu'elle a pigée. Elle ne sait même pas pourquoi Jean-François l'a mis sur la liste. Aurais-tu accepté, toi, cher Bruno, de faire mal à quelqu'un sans savoir pourquoi? Faire mal, non, mais j'ai accepté de faire des affaires au secondaire que... Ah, OK, naïveté de... Oui, parce qu'elle dit elle fait confiance à Jean-François, donc elle accepte de le faire, ce qui prouve qu'elle est en amour avec. Oui. Pas nécessairement qu'elle est en amour avec, mais qu'elle a une confiance et une loyauté envers lui qui ne se... Tu sais. Ouais. Mais aurais-tu accepté, toi, jeune Bruno de 16 ans?
Ben, jeune Bruno de 16 ans est déjà allé chez une amie que je te nommerai pas parce que tu la connais et a dû appeler son kick et rester avec lui au téléphone pendant longtemps. Ouais, je comprends. On fait des choses pour nos amis, hein. Ouais, puis je te t'avouer que j'étais pas super à l'aise parce que c'est moi qui appelle un autre gars pour parler de... Ouais, c'est ça. Ouais. Mais de faire dire... J'ai ma version de ça aussi, donc je comprends. Je comprends ce que tu dis. Ouais. Fait que là, Mathilde, elle erre dans sa maison, tentant de provoquer l'inspiration en fouillant dans sa bibliothèque de films. Moi, là, sérieux, ça, je trouve ça... C'est une mauvaise nouvelle, là. Un mauvais plan, là. Quelque chose qui se prépare, là, qui... ça se passera pas bien. Qu'est-ce que t'écoutes? C'est Bridget Jones. Fuck! Oh, hey, ma scène préférée. Moi tout. Oh, mon Dieu. Elle revient à la cuisine sans rien avoir trouvé. Fait que finalement, I Know What You Did Last Summer t'es pas sorti dans ce temps-là. C'est ça. Ou Cry Wolf, ou tous ces films-là, là, ou Last House on the Left. Oui, c'était sorti. Il aurait pu se baser là-dessus puis se venger avec ça. Last House on the Left? Oh my God. Un revenge movie fait par Wes Craven. OK. Non, mais c'est quelque chose. OK. Faut que tu aies le cœur solide parce que on parle d'une vengeance pour un viol. Viol/meurtre. Okay. Fait que c'est sur une adolescente. Fait que c'est très... tu sais, ils se sont arrangés pour que tu haïsses les antagonistes. Puis c'est contre eux autres la vengeance. Fait que tu sais, ça fonctionne vraiment bien. Là, tu sais, c'est choquant. Puis il y a la touche Wes Craven. Fait que c'est, je te dirais, celui que tu finis avec la meilleure satisfaction à la fin. D'accord. Mais ça, c'est mon avis. Oui. Chapitre 8. Jean-François. Jean-François. On peut s'appeler GF. GF. Oui, j'aurais dû écrire GF. D'ailleurs, ça aurait été moins long à écrire chaque fois. GF, lui, songe à Florence, sa victime, en descendant à la cuisine rejoindre sa mère et ses 2 petits frères. Ils se parlent intérieurement, s'admettant ne pas être exceptionnel, mais de l'accepter. L'acceptation, le thème de l'acceptation. J'ai juste le goût de donner des becs s'il n'était pas jeune, là, évidemment. Là, mais je veux dire, si j'avais été un ado, là, GF, là, on va saluer d'ailleurs. Il décide alors de faire une bonne action et saisit ses 2 frères pour aller les border afin d'alléger la soirée de sa mère qui semble l'apprécier. Un bon gars. Oui. Un bon petit minou, là. Tu sais, un bel ado gentil qui s'occupe des gens. Je veux le flatter. Moi, j'ai jamais soupçonné. Moi non plus. Je le voyais non, fin. C'est pas lui. J'étais comme lui, les yeux bleus, c'est sûr. Oui, puis un petit cœur tendre. Oui, un petit cœur tendre. Il sent bon. Je suis sûr qu'il goûte bon. Tiens donc. Ouais. Quand les deux petits monstres demandent une histoire, Jean-François invente l'histoire d'horreur d'une certaine Brenda. J'y ai pensé, hein, Brenda? Merci, j'apprécie énormément. Chapitre 9. Les 3 amis se rencontrent au dîner et discutent des développements de leur plan. Ça ne va pas super bien pour Mathilde et Jean-François qui n'ont pas eu d'idée encore, mais Émilie se réjouit en se rendant compte que personne n'a remarqué quelque chose sur elle. Mais ce quelque chose-là, ce quelque chose-là, qui est un magnétophone. Oui. Quelque chose entre guillemets, oui. Oui, parce qu'elle a pas niaisé. Elle n'est pas allée au Walmart au coin de chez elle. Non. Elle est allée à Buckingham. Cherche là où elle n'a pas ses repères. Elle connaît personne là-bas. Ouais, alors, pour nos auditeurs qui sont pas gatinois, Buckingham, c'est à peu près à une demi-heure de Gatineau. Ça fait partie de Gatineau. Oui, c'est ça. C'est dans Outaouais, mais c'est hors Outaouais. Pas pour les rejeter, mais ça prend un petit bout pour se rendre. Disons que Gatineau, c'est rendu très, 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 très grand. Ouais. Donc, c'est à l'autre bout de Gatineau. Ça se peut qu'il y a des gens de Gatineau qui connaissent personne à Buckingham. Oui, c'est ça. C'est pas impossible qu'ils croisent quelqu'un, mais bon. J'ai dit Buckingham, ça aurait pu être Elmer, ça aurait pu, bon. Non, Elmer, ça, c'est un autre bout qui est l'autre bord de Buckingham. Oui. Alors, je pourrais dire Ottawa, je pense que tout le monde, tu sais. Gatineau, Ottawa, on n'est pas loin, mais bon. Ben, c'est plus proche de Buckingham. On est plus proche d'Ottawa que de Buckingham. Il y a bien des gens qui viennent pas de ce côté-ci. T'as bien raison, mais en tout cas, c'est loin. Ouais. Bon, bref, elle se dénature, puis elle va dans un Walmart inconnu, puis mais elle prend la peine de faire ça. Je me suis dit, mentalité raffinée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait puis elle prend la game au sérieux. Ça aussi, c'est un autre indice qui m'a fait croire que, maybe that's her. On en a tout le long. Ouais. Puis elle répond en plus. Tant mieux, c'est que ça marche. Oui. S'il remarque pas, là, c'est pour ça que... Ah oui, elle est un peu sick, hein? Elle est un peu sick. Elle a trop de plaisir, elle. Elle a trop de fun. Beaucoup trop de plaisir. Les amis se mettent en garde sur le silence qu'ils doivent garder sur l'identité de leur victime quand Jean-François utilise « elle » comme pronom. Les pronoms. Oui, c'est ça, c'est comme un problème par rapport... en anglais aussi, she, he. Oui, j'ai pas pensé. Ils décident aussi de se rencontrer hors des heures de classe pour ne pas éveiller des soupçons chez les autres étudiants. Ils s'entendent pour tous les lundis après l'entraînement de Jean-François, de GF, qui s'inquiète de ne pas avoir de plan pour humilier Brenda.
Chapitre 10. Mais ça va venir, croyez-nous, ça va venir. Ah oui, Brenda, elle va en manger. Mathilde étudie... bon, je sais pas pourquoi j'ai crié, à moins impatienter. Mathilde, ça a l'air, là. Je sais pas. Mathilde! Chapitre 10, je recommence avec douceur cette fois. On t'écoute. Mathilde étudie tous les faits et gestes de Ralph jusqu'au mardi suivant. Elle le juge parce qu'il boit du lait et que les méchants garçons ne boivent pas de lait, mais de la bière. Ah, mais il y a de l'alcool. J'ai même pas caché ça qu'il y avait de l'alcool. Mais c'est vrai que je dis tout le temps de Claude, mon partenaire que j'aime d'amour, d'un amour profond. Je dis toujours de lui, il a l'air d'un verre de whisky, mais en réalité, c'est un verre de lait. Il est sweet à mort. Mais c'est quelqu'un qui est plus... je l'ai interprété très whisky. Puis, oui, mais pourtant, il y a une moustache de whisky aussi. Ouais. Oui, il est sexy à mort. Tabarnak. Oui, il a l'air dur, tu sais, peut-être comme personne, la veine qui dégage, elle a un peu fermée, mais pourtant, c'est un sweetheart. Je dirais pas dur. Non, c'est dire, là, on partira pas sur l'évaluation psychologique. Non, chum, mais je pense que, non. Mais je comprends ce que tu veux dire, dur. C'est pas dur le terme, mais je comprends dur, qu'est-ce que tu veux dire. Bon, c'est ça, mais dans notre livre qui nous intéresse, dans le jeu de la mort, c'est comme c'est pas pour rien qu'il parle de verre de lait, puis soudainement, il lance la bière. Un message aux jeunes. C'est exact. Il vient carrément de dire qu'est-ce qu'on vient de dire par rapport à ton chum. C'est fucké, là, mais c'est exactement ça, tu sais. Fait que dans le fond, Ralph, je sais pas pourquoi, là, tantôt, je l'ai dit, la raison pourquoi il méritait là, de se faire son affaire, mais en tout cas, c'est Mathilde qui l'a pigé. Émilie, elle, suit Jean Saint-Roch et se cache non loin de lui quand il converse avec une fille. Ouais. Oh. Je l'ai pas trouvé habile, ce point-là. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, on va en reparler. Ouais, okay. Celle-ci accepte un rendez-vous avec lui, la fille avec qui que Jean Saint-Roch parle, malgré qu'il soit en couple avec Brenda. Il dit même qu'il la fera attendre pour passer du temps avec elle et Émilie est fière de son enregistrement. Jean-François espionne Florence, Brenda, au centre commercial et est témoin d'une de ses actions qui lui donne enfin une idée. Puis ça, c'est cool parce qu'on fait durer le suspense par rapport à qu'est-ce qu'elle a fait, Brenda. Okay. Est-ce que je peux dire ce que je pensais que c'était? Oui, par rapport à Brenda? Parce que Jean-François voit quelque chose de Brenda, puis dans le livre, ils disent pas tout de suite c'est quoi. Puis il prend ce moment-là, il dit ça. Oh, ça va faire partie de la vengeance ou du meurtre. Je pensais qu'elle portait une perruque. Puis qu'il venait de voir la perruque puis qu'elle allait comme enlever sa perruque devant tout le monde. Finalement, c'est pas ça qui arrive. Hey, ça aurait mais été je pensais que c'était ça. bon. J'étais convaincue que c'était ça. Hey, ça aurait été drôle que finalement... Mais quelle méchanceté comme... Hey, là, ça Jean Saint-Roch qui demande à une fille de sortir avec, puis finalement, Jean-François, il la suit, puis il voit Florence en train de baiser avec cette fille-là. Pas de baiser, mais de baiser, embrasser. Là. J'ai dit, bon, j'avoue, là, c'est sûr que pas ça qu'on pense quand on dit baiser. Hein. Malaise. Je sais pas quoi dire. Non, excuse-moi, je suis vraiment pognée dans la vie. Ça me rend pas mal à l'aise, je sais juste pas quoi dire. Non, Chapitre 11. Vas-y. Le lendemain, Mathilde attend l'entrée de Ralph à la cafétéria pour le faire trébucher, mais voyant qu'il emprunte la file différente à son habitude, elle renonce en se traitant de lâche. Le jeudi, elle se dégonfle encore et souhaite intérieurement que le vendredi soit le jour J. Moi, je pense que je m'aurais toujours dégonflé quand même. Si j'avais voulu le faire, je pense pas que je l'aurais fait. Mais c'est parce que là, en plus, c'est que nous autres, on sait pas encore c'est quoi l'idée qu'elle a dans la tête. Ouais, non, c'est ça. On sait pas encore, mais on peut sentir que c'est gros, tu sais, c'est quelque chose de gros qui s'en vient. Je vais peser pause tout de suite. Je vais aller repartir l'eau ouais, mais, sais-tu, pour me faire un réchaud. Ouais. À vous, hein? OK, on prend une pause. Voyage dans le temps. On est de retour, les amis, à Frisson sur le pod. Et puis on s'entend bien en plus. J'adore ça, oui. Je trouve ça fucking cool comme prop. Les iPods, pour écouter la musique, là, les iPods sont sortis. J'ai des amis artistes qui avaient fait un iPod, mais à l'inverse. Donc, c'est des écouteurs que tu mettais, puis ça amplifiait le son autour de toi. Donc, au lieu d'écouter la musique puis t'isoler dans ton monde, tu connectais plus avec ton monde. Je trouve ça bien clever. Bon Dieu, c'est donc c'est comme ça que je me sens présentement. Je m'entends, mais une fois et demie. Ouais, pas deux fois plus fort, mais une fois et demie. En fait, c'est vraiment fait pour quand on enregistre, puis qu'on puisse s'entendre, puis qu'on puisse être sûr. Tu vois, en ce moment, je fais mon frais sans même savoir que je pouvais faire. Moi, mais je les aime, ces micros-là. Ils sont merveilleux, je les veux. Fou, hein? Ils sont en spécial en plus en ce moment. Je fais pas vraiment d'art sonore, mais j'apprécie l'équipement, c'est ça. Tout d'un coup que... Dans mon gros sarcasme. J'ai comme un complexe avec ça aujourd'hui. Ouais, faut pas, Anne-Marie. Non, tu te prennes comme que t'es, moment présent. Oui, je sais, c'est une grande résolution, c'est s'accepter tel qu'on est.
Radical acceptance. Bonne affaire. Apprendre à dire non. OK. Ben, c'est ça que Lady Gaga, elle a enseigné. Apprendre à dire non. Ben, en fait, pas qu'elle a enseigné, mais elle a enseigné comme quoi que dire non à des choses que tu veux pas faire fait partie de ton identité. Ouais. Fait que d'apprendre à dire non, c'est le même que t'apprends à te connaître. Ça, c'est vrai. C'est bien dit, ça. Ah ouais, Lady Gaga, c'est une grande dame, là, tout le monde le sait. Là. Je pense que c'est plus caché à personne. Là. Chapitre 12. Émilie enregistre une autre conversation de Jean avec une nouvelle fille. Celui-ci utilise la fameuse ligne « J'ai connu des filles et j'ai connu des femmes. » Hey, ça, c'est un gars qui a jamais frenché qui dit d'en faire la même. Là. Ben, c'est Jean Saint-Roch. Jean Saint-Roch, quel bullshitter. Il est plein de marde. Quand la fille demande s'il fréquente Marianne, la dernière fille enregistrée par Émilie, Ralph dénigre la pauvre fille comme étant trop jeune. Il demande ensuite de façon narcissique à son interlocutrice « Toi, es-tu une fille ou une femme? » Je sais pas. Comment tu demandes ça à un enfant de secondaire 2 qui a 13 ans? Franchement. T'imagines-tu? Ah! Ça y répond ça. Toi, es-tu une fille ou une femme? Un homme. Qu'est-ce que tu dis? T'es un petit minou, ça, c'est Ben un oui. quétaine. C'est vrai, hein? Tel était le monde dans les années 90. Ouais, je prends ça bien au sérieux, Ouais. finalement. Il me choque, On est Jean dans le Saint-Roch, il me racisme. choque. Émilie est encore une fois fière de son enregistrement qu'elle prévoit faire jouer à la fête à venir chez Florence/Brenda. Brenda. Chapitre 13. Le vendredi, Jean-François suit encore Florence et est témoin de plusieurs remarques dégradantes de Queen Bee envers les autres filles. Quand elle essaie d'inviter Jean-François à son party, parce que c'est un joueur de football, donc quelqu'un, évidemment, il refuse car il prétend devoir laver ses cheveux. Je pense que c'est pour ça que j'ai pensé à la perruque aussi. Ah! Ça aurait été un esti de bon 10, par exemple, Ouais. de la part de Jean-François. Mais je suis comme, qu'est-ce qu'il veut dire, tu sais? Pourquoi il dit ça? C'est comment la il dit perruque? ça parce que, non, c'est vraiment basique, là. C'est vraiment genre, non, je dois laver mes cheveux pour comme Ok. genre rire d'elle parce qu'elle, c'est une vapid bitch qui lave Parce tout qu'elle le est un temps peu ses comme cheveux. Antoine, qui est son chum. Non, c'est Jean Saint-Roch, son chum. Ah, Non, on ne sait plus, elle a l'air à se faire toute l'école. Ouais, si on se je fie à ce qu'ils sais. disent, là, c'est, ouais. Ben, c'est Une jeune correct, il faut volage. tester. Ben oui, non, certainement. Écoute, c'est pas moi qui va shamer ça, là, non, pas du tout. Mais dans la narrative, là, je suis un peu mélangée. Son chum, c'est qui, là? Si j'ai bien compris, c'est Jean Saint-Roch. C'est ça, hey, lui. Ou Ralph. Ralph. Ben, je sais pas Moi, si c'est j'entends Ralph Wiggum, genre. En tout cas, il y a bien du monde qui c'est ça. courtise la femme là-dedans. Oui. Fait que Jean-François, bien fier de sa remarque, il se félicite parce qu'il sait qu'il la tient. Parce qu'il l'a vu faire quelque chose qu'on sait toujours pas. Oh my God. Tu as dit la perruque, là. C'est tellement salé, les amis. Vous allez capoter! Chapitre 14. Ce même vendredi, Mathilde se sent enfin prête pour son plan et au moment où Ralph fait son entrée dans la cafétéria, elle se dirige vers lui et le bouscule pour le faire tomber avec son plateau plein de nourriture. Ça, c'était son meurtre. Mais c'est vrai que c'est humiliant. Je veux dire, si on pense, tu sais, Karine, elle me l'a dit que tomber comme ça au secondaire à la cafétéria en avant de tout le monde, ça faisait de la... C'est une experte de tomber, Karine. Ouais, tu t'en rappelles. Moi aussi, je suis une experte dans ces choses-là. Ah, c'est vrai, t'as pété la meilleure débarque au monde. Oui, en vélo, là, devant. Ouais. Tu sais qu'on en parle? Si tu veux. Ben. J'en parlerai pas, mais tu peux en parler. Ben non, ben c'est pas nécessaire, mais c'est juste que moi, c'est un moment que quand Tu je le suis racontes down, mieux c'est que moi, c'est pour automatique. ça. Oh my God. OK. Il faut en rire un peu, ces affaires. Le meilleur moment de ma OK, vie. ben vas-y. Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous autres, on se tenait tout le temps dans un parc quand on était jeunes, puis à un moment donné, elle était partie en bicycle. Puis tu sais, Anne-Marie, c'est une belle fille, là. Comme, tu sais, en plus que ça arrive à une belle fille, c'est encore pire. Moi, je trouve ça... moi, une chick qui se pète la gueule, là, je trouve ça comme... Fait qu'en vélo, je me suis Fait que vous fait étiez la deux gueule. filles en vélo, puis au moment où deux gars les a sifflés de l'autre bord de la rue, Anne-Marie a voulu embarquer sur le trottoir, mais n'a pas bien visé où sa roue était et a passé par-dessus son bicycle sur le trottoir dans toute sa grâce. Dans toute sa grâce. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est une bonne. Mais c'est un rite de passage, ces humiliations-là. Tu sais, on comprend des affaires. On comprend pas. Faut pas s'enfler la tête. Faut pas, tu sais, ça te ramène sur terre bien vite. Une belle leçon d'humilité. Oui, certainement. Puis je la traîne avec moi encore aujourd'hui, cette leçon-là. Ouais, mais le gars, finalement, ça n'a jamais marché. Non, je pense que c'est mieux de même. Ça a fait bye, girl. Non, mais tu sais, j'avoue que, tu sais, juste le timing de venir se faire. Non, mais moi, je suis une anecdote pour ce gars-là aujourd'hui. Ah, il avait 15 ans, la première fois que je suis une fille, elle se pète la gueule. Je suis une anecdote quelque part, là. J'ai un surnom. Puis c'est correct. C'est quoi? C'est correct. On a tous appris de ça.
Je pense pas que... Oui, c'est ça. Hein. T'as pas pensé à ça. Mais je vis bien avec. J'aurais payé cher pour voir. C'est pour ça que Ralph qui tombe, qui a le plateau, je trouvais que c'était comme pas de sa faute. Je voyais pas vraiment à quel point... Pourquoi c'était un meurtre tant que ça? Non. Ben, en fait, elle voulait pas le blesser, c'est ça. C'est ça c'est peut-être ça. Elle avait pas le cœur de faire trop mal. Ben, elle voulait pas le blesser physiquement, mais elle voulait l'humilier. Pour elle, le jeu de la mort, il est pas sérieux. En tout cas, il est pas sérieux à ce point-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est humiliant de se péter à la gueule puis d'avoir plein de... Elle aurait eu quelques points, puis tu sais, je pense pas qu'elle cherchait nécessairement à... Non, elle est douce, Mathilde. C'est un cœur de laine. Oui, Mathilde. Ming. Ming. Par contre, les choses tournent mal et dans sa chute, Ralph fait tomber une dizaine d'étudiants avec lui. Non, mais ça, c'est le paradoxe grec. Là. Encore une fois, on est dans les grandes tragédies, là. Moi, j'ai vu. Ça a duré une page, la description de cette scène-là. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pendant combien de temps qu'ils ont tombé, ce monde-là? Moi, je voyais des drapés, du drame, du vin, des raisins. Oui. Puis Mathilde réussit à voir les genoux d'un étudiant s'écraser durement sur la poitrine de sa victime. Oui, c'est 3. C'est là que c'est moins le fun. Ah ouais, c'est ça qui arrive dans 3? Non, mais c'est comme des grandes batailles épiques comme ça, tu sais, j'imaginais. Ah oui, dans 3, c'est avec des épées. Oui, mais là, il n'y avait pas d'épée, il y avait des plateaux de cafétéria. Ah oui, du lait au chocolat. Puis et du lait. La bonne salade de macarons du Carrefour. Je savais que tu allais me sortir celle-là sans l'ail. God, oui, mais je pense que c'est ça le secret. Ouais. On va se le dire. Plein de maillots, plein d'air. Oui, c'est ça. Mathilde est paniquée quand un professeur prend les choses en main et lui ordonne d'aller au secrétariat pour demander de l'aide, ce qu'elle fait avec sentiment de culpabilité. Ben, raison de te sentir coupable. Moi, je m'aurais souillé de tous les trous de mon corps, je pense. Imagine, tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct. Oui, je m'aurais l'équipier. C'est une façon de dire je m'aurais l'équipier. Tu sous, là, tu sues de partout. Là, puis ça serait devenu une flaque par terre avec 2 globes oculaires qui flottent là-dedans. Comme Alex Mack. Comme quoi? Alex Mack, une émission qui jouait sur YTV. Je sais pas tes références aujourd'hui, je m'excuse. Excuse-moi. Non, je pense qu'on a juste... des références complémentaires on ce soir. On se tenait pas ensemble dans ce temps-là d'Alex Max, pour ça. What the fuck is Alex Max? Alex Max, c'est une émission qui jouait sur YTV dans le même temps que Are You Afraid of the Dark? Puis la fille, elle avait tombé dans un produit chimique. Puis à partir de ce moment-là, le super pouvoir de pouvoir se transformer en eau. Ça me rappelle étrangement certains épisodes de Breaking Bad. Ah! Ouais, c'est juste qu'ils reviennent pas après cette transformation en eau. Ils reviennent pas du tout. Elle revient. Ah, d'accord. C'est moins violent. Un petit peu moins. C'est ça. C'est moins chimique. Chapitre 15. Mathilde est chez elle en train de ruminer sur la situation. Pauvre petite. Quand Émilie lui téléphone. Celle-ci croit qu'il y a eu une bagarre à la cafétéria et Mathilde rectifie qu'il s'agissait d'un accident. Émilie ne sait pas que Ralph était la victime de Mathilde. Émilie suggère alors à Mathilde d'aller avec elle au party de Brenda / Florence. Les deux filles flânent dans la maison de Brenda et quand Émilie est prête à faire son coup, elle ne trouve plus le magnétophone qui se trouvait dans son sac. Ouais. Ça, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas Émilie. Ben, elle crée une scène, mais oui, en effet. Ça dévie notre pensée, en tout cas. Ça, c'est clair. J'ai eu la pensée bien déviante. Okay. Mathilde devine qu'elle planifiait commettre un meurtre ce soir. En croisant Jean-François, Mathilde lui demande des nouvelles de Ralph qui est hospitalisé pour blessure grave. Jean fait son entrée à la fête et rejoint Florence / Brenda, ce qui fait paniquer Émilie qui a perdu son magnétophone. Il est où le magnétophone? Mais ça, tu sais, j'avais l'habitude de ramener les personnages à toi et moi parce qu'on se connaît du secondaire. Bruno Roy qui perd son magnétophone, c'est pas le fun. Je bad trip. Ben oui. Je bad trip, c'est même pas... Ah ouais, non, j'avoue. Bruno Roy qui perd... Tu fais pas personne, là. Mais tu t'enregistrais, tu faisais des chansons, des sketchs. Oh non, j'ai eu bien de l'empathie. Si quelqu'un trouve... Ouais, peut-être parce que moi, je savais cette fois-ci que c'était elle. Que je capotais pas. OK. Mais c'est parce que je l'ai lu quand j'étais jeune puis je m'en suis rappelé. C'est la première fois que tu le réalisais depuis que tu étais enfant? Oui, mais je l'ai lu souvent quand j'étais jeune. OK, fait que je me rappelais que c'était Émilie. C'est ça l'affaire. Fait que c'est pour ça que... T'es sûr que c'était un des 3, tu sais? Ben oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est sûr que ça sera pas le gars parce que c'est trop évident. Ouais. Mathilde est trop cute. Chapitre 16. Le lundi matin, à l'école, le message habituel du directeur à l'interphone est interrompu par les enregistrements d'Émilie. Bad trip, man! Hey, sérieusement, là, moi, là, ma vie est finie d'être là. Comme Émilie, moi, ça m'aurait révélé que c'était elle, vu qu'elle réagit pas. Elle réagit ben trop bien. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. Ben, elle réagit fortement, mais
un peu comme Mathilde qui réagit à ce qui vient de se passer, puis elle comprend l'impact de son geste. On dirait qu'elle réagissait comme elle. Ah oui? Oui, mais elle réagissait pas dans le sens, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui a mis ça là, ou... J'ai vraiment mal dit ce que je viens de dire. C'est pas clair, les amis, là, mais... Essayez de suivre, OK? Essayez de suivre. Billy qui écoute les choses, puis elle a fermé la lumière. Elle vient de gramber. Moi, j'ai dit, elle ferme les lumières, tu dis, elle vient de gramber. Pareil. Même chose. Mais bon, laisse coupe sur le montage. Jean-François écoute les paroles de Jean Saint-Roch, le player, et est impressionné de ce meurtre. Oui. Émilie est très fière de son coup parce que toute l'école réagit. Fait que c'est ça, là, qui est comme... Moi, I didn't buy it. OK, ce que je veux dire par là, je vais tâcher d'être clair maintenant. Je trouvais pas que c'était un bon meurtre parce que c'est sûr qu'un gars qui agit de même, il s'attend à ce que les filles se parlent ou ça ne dérange pas trop. Il doit être fier, ce macho-là. Penses-tu? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui puis il est fier aussi. On le voit plus loin, on le lit plus loin, que c'est pas quelqu'un qui s'est laissé déranger par ça, ce meurtre-là. Ouais, c'est vrai. Puis ça, je l'avais un peu calé. Je dis, lui, c'est pas le genre de personne qui a des scrupules ou qui se sent pas bien avec ça. Mais que tout le monde entende à la cafétéria ta méthode, la méthode que tu utilises pour le faire, les menteries que tu dis sur les autres filles. Mais c'est sûr, parce que tout le monde le savait, déjà. Il y avait un peu cette réputation-là, si je me fie au dire de nos amis Émilie. Oui, c'est vrai. Et Mathilde. J'avais l'impression que tout le monde savait pas mal que c'était un petit fucker puis que lui, surfait sur cette réputation-là ou connaissait sa game. Je veux dire, lui-même sait qu'il bullshit tout le monde. À quel point ça dérange que les autres le sachent. Je sais pas, ça m'a un peu dérangé parce que je suis comme, ça aurait pu faire mieux, notre Émilie. Je sais pas quoi te répondre. Ben non, mais c'est un thinker. C'est un thinker puis un stinker. C'est beau ce que tu viens de dire. Oui, très beau. Le professeur de la classe d'Émilie se lève et quitte la classe pour aller arrêter la cassette. Tous les élèves commencent à se moquer de Jean, même s'il n'est pas présent dans la classe. Les rumeurs se forment dans les couloirs de l'école, mais personne ne sait qui a fait jouer ces enregistrements. Mais il est clair que cette personne veut rester dans l'ombre. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Chapitre 17. Mathilde appelle l'hôpital d'une cabine téléphonique pour avoir des nouvelles de Ralph et se fait dire qu'il n'y a aucun changement. La culpabilité la suit jusque dans son cours tellement que son prof lui suggère d'aller à l'infirmerie. L'infirmière, elle, renvoie Mathilde à la maison pour se reposer. Alors, c'est un petit chapitre bien cute, avec lui comme un entre-deux. Mais on comprend qu'elle se sent pas bien. Il y a un débat interne. C'est fort, la culpabilité. La culpabilité encore, les grandes tragédies. Moi, là, j'ai collé malade 2 fois dans ma vie, pas vrai, là. Puis j'ai tombé malade la journée même. Fait oui, je pense qu'il y a un petit côté de culpabilité qui a fait en sorte que... Bon, il va-tu bien, ton micro? Oui, ça va. J'essaie de le placer. C'est moi qui vais placer ma chaise. Je suis là. Fait que, ouais, en tout cas, je dis ça comme ça, mais tu sais, la culpabilité, là, c'est très fort. Ben oui, comme c'est un tellement. des. Puis souvent, je pense. C'est dur de dealer avec ça. En effet. Chapitre 18. Le mercredi suivant, Jean-François, avec son enveloppe de photos, est fin prêt à faire son coup. Mais malheureusement, il perd sa bonne humeur parce que Florence Brenda est restée à la maison. Elle est malade. Mathilde non plus ne s'est pas présentée à l'école et Jean-François se rend chez elle pour prendre de ses nouvelles. Ça, c'est fucking cute. C'est fucking cute. Moi, j'aurais fait l'amour avec Drette là. Je sais. Hein? Drette là, genre. Je suis malade, mais je m'en fous. Il voit dans son visage qu'elle a pleuré et Mathilde confesse que ce qui est arrivé à Ralph est de sa faute. Jean-François affirme que Ralph va mieux et essaie d'apaiser la culpabilité de celle qu'il aime en lui rappelant que c'est lui qui a mis le nom de Ralph dans le jeu de la mort. Il explique que dans le passé, Ralph a laissé tomber l'équipe de football et comme il était le meilleur joueur de l'équipe, celle-ci n'a même pas pu se qualifier pour la finale l'année suivante. Il n'avait aucune raison valable pour quitter l'équipe et Jean-François était jaloux de son talent, ce qui fait de lui le vrai coupable, selon lui. Le vrai, tu sais. Le vrai. Le vrai coupable. Mon Dieu. Mais lui aussi, il se sent mal, mais il se sent mal par proxy, tu sais, pour la protéger, elle. Oui. C'est comme un geste d'amour. Ben, par proxy, plus ou moins. Non, c'est vrai, il a raison. C'est de sa faute. Moi, je considère que c'est de sa faute plus que la faute. Ben, c'est la faute des deux, là. Mais Jean-François est aussi coupable que Mathilde pour qu'est-ce qui est arrivé à Ralph. Moi, je pense que c'est la faute à Brenda. Non, mais ton raisonnement, oui, ça fait du sens. Ça fait du sens. Je trouvais qu'il l'exprimait. Est-ce qu'il l'aurait exprimé comme ça à Émilie? Ça avait été elle? Je pense pas. Je pense qu'avec Mathilde, il veut la protéger comme il protège ses petits frères, ses demi-frères. Fuck Émilie.
Excusez. Ouais, mais c'est parce que moi, je sais ce que je sais. Hein. C'est ce que tu sais. Par rapport à Émilie? Oui, je sais. Ouais. Qu'on se le tienne pour dit. Oh, c'est ça, chapitre 19. Je peux rien dire contre ça. Le jeudi, Jean-François est content de constater le retour de Mathilde et Florence à l'école. Il suit Florence qui laisse des mines déconfites partout sur son passage. Il se dirige vers la table du journal étudiant, géré par une bande de filles, et leur remet les photos de Florence Brenda en train de commettre un vol à l'étalage. C'était pas une perruque, finalement. Non, c'était pas une perruque. Il l'a pogné en train de voler la OK, excusez. Ouais. Ben bon pour elle, c'est à elle de pas voler. Tu fais pas ça. Hey, moi, j'ai déjà volé un case à cassette de Mario Pelcha aux Jean Coutu quand j'étais jeune. Pourquoi Mario Pelcha? En fait, j'ai pas fait exprès. Tu sais, aux Jean Coutu, ils te mettaient juste le case, des cassettes, puis là, il fallait que tu te présentes au comptoir pour avoir la cassette en l'achetant. OK. Puis j'ai regardé celle de Mario Pelcha, puis j'ai oublié de la remettre sur la tablette. Fait que je suis parti avec la caisse à cassette. Ça compte pas comme un vol. C'est plus une distraction. Non, mais il a fallu que je m'excuse à madame. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, un petit moment de honte, on apprend de ça et tout. Les filles commencent à exprimer leur indignation, ce qui attire l'attention de la voleuse en question. Celle-ci pousse un « Oh !» de surprise et s'enfuit en courant. J'ai remarqué ce « oh-là » en le lisant. Comment que ça a sorti? On a entendu quelques-uns. « Oh », tu sais. Ouais. C'est peut-être qu'elle est arrivée et qu'elle a fait comme je viens de faire. Un « Oh !» « Oh » surpris comme tu viens de faire. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Tu sais, un « oh » offensé. Ou peut-être qu'elle a fait « Oh ». Ouais, elle a peut-être vomi. Ouais, c'est ça. Peut-être vomi dans sa bouche puis elle a avalé après. Ou bien un « oh » bien adulte. « Oh ». Comme « oh », personne n'était supposé voir ça. Oh, je vais aller au-dessus d'un escalier. On ne sait pas c'est lequel. C'est libre interprétation. C'est un haut de surprise. Fait que ton haut était probablement plus... Ouais, c'est ça. Exactement. C'est un haut-là. Je surutilise ce haut-là dans la vie. Ah ouais, mais on l'aime tant, Ben oui, ben il est efficace. Et s'enfuit en courant. Donc, ça fait... Ah! Laissant derrière elle les rires des filles du journal. Quelle humiliation, quand même. Quand tout le monde rit de toi dans la cafétéria, c'est pas drôle. Oui, mais elle a un petit peu cherché après la Florence. Là. Brenda. Jean-François ne sait plus quoi faire, sentant la culpabilité monter en lui. En chemin vers son dernier cours de la journée, il entend un hurlement et se dirige vers sa provenance. Il apprend alors que Florence est tombée dans l'escalier et en est morte. J'ai mis en majuscule pour que je l'ai dit comme ça. Là. Ça mérite ça, parce que la mort de quelqu'un, ça mérite des lettres majuscules. Ça, oui, oui. Mais en fait, je suis en nécrologie, c'est toujours écrit comme ça. Oh, boubou, ouais. Ouais, ben j'ai plus le journal, fait que ça me fait plus rien, là, mais oui, en effet. Il y a encore une section nécrologie dans le journal papier? Ben oui, il va toujours en avoir une, je pense. Et puis ça coûte les gens meurent plus. Ça coûte... Chapitre 20. Les trois ados se rencontrent au parc. Mathilde et Jean-François sont ébranlés par la situation, mais Émilie est déjà en train d'établir une version disculpant Jean-François comme ayant quelque chose à voir avec la mort de Brenda. Elle est intelligente, elle va au Walmart à Buckingham. Elle a une deuxième version pour les blanchir. On est criminel. Ça commence à devenir pas mal évident, mais on va continuer à faire semblant. C'est ça. JF se sent tout de même coupable. Mathilde insiste quand même pour que Jean-François répète ce qu'Émilie lui dit parce que la police est déjà au courant pour les photos. Mais tu sais, encore là, c'est pas à cause des photos qu'elle tombe en bas des marches, en tout cas techniquement à date. Là. Il nous manque un morceau. C'est ça. À ce moment-là. Oui, vraiment. Chapitre 21. Il est passé minuit quand JF sort du poste de police pour son interrogatoire. Sa mère, qui l'attendait dans sa voiture, n'obtient aucune explication de son fils parce qu'il est épuisé. Il précise tout de même qu'il n'a pas tué Florence, Brenda. Ce que sa mère... Je dis Brenda après parce que je me fais faire des gros yeux quand je le dis pas. Je fais juste le préciser pour les auditeurs. C'est le caprice de la fille qui lit le livre. Ce que sa mère savait déjà. Celle-ci lui demande d'aller border ses deux petits frères qui ne veulent que lui pour la tâche maintenant. Oui. Fait que tu sais, le fait que ses deux petits frères le veulent, on dirait que ça le rend tellement tendre. Ouais. Et, Je poursuis, chapitre 22. Le lundi suivant, les amis se rencontrent au terrain de football après l'entraînement de Jean-François. Mathilde mentionne que l'histoire de la chute de Ralph était, elle aussi, plus grande que nature et croit qu'elle a été amplifiée par quelqu'un de malfaisant. Ben, je pense que oui. Le mot est faible, mettons.
Mais je connais quelqu'un au secondaire qui a tombé au ralenti. Parce qu'elle a essayé de s'accrocher. Non, c'était même pas toi. Puis elle a essayé de s'accrocher à plusieurs personnes à la fois. Puis ça a vraiment fait comme bang en terre. Émilie rationalise et essaie de voir avec ses amis si quelqu'un aurait pu les entendre discuter. Ils font alors une dissociation officielle au jeu de la mort et s'entendent pour que celui-ci n'ait plus lieu. Quand Mathilde souligne que les victimes choisies dans ce jeu sont autant insécures qu'eux, Émilie admet que c'est possible, mais que sa pitié est enfouie aussi profond que leur complexe d'infériorité. Ça aussi, c'est révélateur. Tellement! Elle avoue beaucoup de choses, là. On est deep. Elle dit carrément qu'elle a en dedans d'elle l'instinct de la vengeance. C'est ça. Oh, on l'a quasiment dit pareil, mais c'est dans la même famille. C'est ça. L'instinct du tueur. L'instinct de la vengeance. Chapitre 23. Le mardi, ils assistent à la messe en honneur de Brenda. Émilie songe aux peu de gens qui ressentent une peine sincère pour la mort de feu intimidatrice et combien ressentiront cette peine à son propre départ. Durant le reste de la semaine, les trois amis recommencent à s'asseoir ensemble à la cafétéria, mais l'atmosphère reste tendue entre eux. Jean-François parle de son sentiment de culpabilité qui ne cesse de grandir et Mathilde se sent horriblement mal de ne pas pouvoir l'aider à son tour comme lui l'a fait pour elle. Voyant le regard de Mathilde inquiète, Émilie parle durement à Jean-François pour qu'il snap out of it. Puis c'est vrai qu'elle dit comme vraiment, là, comme, OK, reviens-en. Puis parce que là, Jean-François, là, lui, culpabilité, ça l'a pogné. Là, ben, elle est morte. Mais ça devient real. Ça devient real parce que c'était pas ça le jeu. Il devait pas mourir. Il devait être humilié publiquement. Puis là, imagine quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt! Mais c'est un peu l'ironie aussi que le jeu s'appelait le jeu de la mort. Ben, c'est d'où la métaphore au début. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis ça devient aussi symbolique, tu sais. Quand t'es plus jeune, il y a des concepts. On utilise des grands concepts, des grandes idées. Puis, mais dans la vie, quand ça devient réel, ça aussi, c'est un rite de passage. Hey, t'en rappelles-tu? C'est les premières morts là, autour de nous. Ben, en fait, oui, les premières morts autour de nous. Puis là, on parle pas de la mort de, je dis pas que c'est pas grave, mais de la mort comme d'un grand-parent ou des choses comme ça, mais quelqu'un de notre âge. Secondaire. Je sais pas si tu t'en rappelles, nous autres, c'est arrivé au secondaire 5, je pense. Puis je vais mettre une alerte pour Trigger là, en ce moment parce qu'on parle de suicide ici. Mais c'est arrivé qu'il y a une étudiante qui s'est suicidée à notre école quand on était au 5, on était au 4. Elle était au 5. Ah, c'est ça. Mais sa sœur, je pense qu'elle était Non, sa sœur était au 5 puis elle était au 4 parce qu'elle était de mon âge. J'étais avec elle en maternelle. Peu importe, là, mais elle était proche de nous dans le sens qu'on... Oui, ben c'est ça. Elle avait notre âge, c'est ça. Et comme, dans ce temps-là, c'était pas formé sur comment on réagissait dans ces affaires-là puis il faisait le tour des classes. Là. Moi, j'étais dans la classe à Bernadette Proulx. Okay. Je m'en rappelle. Puis quand la cloche avait sonné, là, les gens avaient sorti dans le couloir et on aurait pu entendre des mouches voler. Il n'y avait pas un bruit. C'était terrifiant. Honnêtement, là, ça, je vais toujours m'en rappeler de quand on est tous sortis dans le couloir, là, puis que personne parlait. Puis ça arrivait pas, là, quand la cloche sonnait, ça sortait d'un couloir, là, puis c'était... Mais c'est intense, là. Même à n'importe quel âge, quand ça fait. Tu comprends pas. C'est comme pas normal que ça arrive. Puis nous autres, c'est arrivé une fois en 5 ans. Tu sais, c'est comme, t'imagines-tu dans des places comme dans le jeu de la mort? OK, là, je reviens avec une blague pour essayer de ramener ça drôle. Hein. On sait que je suis très maladroit. Mais on va aller au chapitre 24. Mais tu sais, on pense que heureusement, aujourd'hui, dans les années 2020, on a de l'avancée là-dedans, puis qu'on pense à mettre des triggers puis des choses comme ça, parce que dans le temps, nous autres, on n'avait pas ça, puis c'était troublant. Oui, certainement. C'était vraiment troublant de ne pas avoir ces réponses-là. Chapitre 24. Le lendemain, à l'école, tout le monde parle des jumeaux qui ont été pris en possession des réponses d'examen à venir et risquent maintenant l'expulsion. Alors, on apprend que le jeu se poursuit. Émilie rit tout haut en se disant que ça aidera peut-être Mathilde. Puis ça, c'est une des lacunes du livre. C'est là que je commence à voir des... Parce que, tu sais, t'as Émilie qui est comme, ça va peut-être aider Mathilde. Mais c'est elle qui fait le coup, tu sais. Fait... Ben, moi, je trouve ça bien parce que ça... Ben, ça brouille les pieds. C'est pas juste le bien et le mal. C'est vraiment tout ce qui existe entre les deux, tu sais. Puis il y a une réflexion un petit peu là-dessus dans les personnages parce que faire le mal pour le bien, c'est toujours un peu ça, tu sais. Je pense pas que tout est evil ou tout est angélique.
C'est Ouais, plus, ben, c'est plus elle est subtil malade. que ça. Puis elle est malade, mais il y a un raisonnement aussi humain en arrière. Il y a des gens qu'elle aime, il y a des manques, il y a des... Puis je trouvais que ça y avait une certaine logique là-dedans quand Ben, même. c'est de la faute à sa sœur. Ouais, c'est ce qu'on rencontrera jamais. Finalement, Non, elle habite c'est à côté du justement, centre c'est elle commercial. la Non, mais tu sais, c'est ça, je veux dire, trauma. Là, tu sais, Oui, non, mais c'est vrai. C'est ça aussi, tu sais. Les deux filles assistent à l'entraînement de Jean-François et le trouvent plutôt mauvais joueur. Ils décident d'aller manger un morceau en parlant du sort des jumeaux et de l'étrange coïncidence avec le jeu de la mort qui est supposé être terminé. What the fuck? What the fuck? Mais c'est ça, je te dis, c'est comme vraiment un I know what you did last summer. Il y a quelque chose qui se poursuit de lui-même, qui les menace, puis qui sait quelque chose, que c'est censé être juste eux autres. Moi, j'adore ce type d'histoire-là. Chapitre 25. Vendredi matin, le roi, la reine et son petit prince sont venus. Vendredi matin, Émilie rejoint Mathilde et JF. Ah, j'ai écrit JF. Qui discutent de manière animée. C'est Pierre-Luc. Tu n'es pas au courant? C'était beau. Ouais. Pierre-Luc a été disqualifié de l'équipe d'athlétisme, non pas à cause de stéroïdes, mais à cause qu'il a bu de l'alcool et en avait dans son sac. En se redirigeant à l'écart des autres élèves, Jean-François soulève la possibilité que le jeu de la mort se poursuit de lui-même, mais Émilie continue de croire à une simple coïncidence. Mon résumé, je trouve qu'il nous dit pas mal que c'est elle. Oui, certainement. Chapitre 26. Les trois amis se rencontrent à l'école le lundi matin et Mathilde leur apprend que Pierre-Luc prétend qu'il n'a aucune idée d'où provenaient les bouteilles d'alcool. Dans les couloirs, tout le monde s'arrache l'exemplaire de l'album étudiant qui est distribué et nos protagonistes échangent ensemble sur ce qu'ils y voient. Tout d'un coup, Mathilde lance « C'est dans le journal. » En effet, un texte plutôt étrange y paraît. Page 106. Et revoilà nos personnages troublés et soupçonneux. Je vais aller lire le texte à la page 106. Julie Claveau laisse Ralph Giroir et saute sur la motocyclette de Carl de Blois. C'est à croire qu'elle a laissé tomber Ralph pour un garçon avec une plus grosse moto. J'ai fucké ton... OK, reprends-le. Non, c'est quand j'ai lu ça, je suis comme non. Stupide un jour, stupide toujours. Mais lèguera-t-elle sa stupidité à quelqu'un? Quant à Carl, remettra-t-il la recherche pour le cours de sciences de sa sœur à quelqu'un? Ou aura-t-il été le seul à pouvoir l'utiliser? Ouais, c'est chien. C'est très chien. C'est très, très chien, mais ça aussi, c'est sûrement quelqu'un du trio. Là, ben oui, qu'on ne sait pas c'est qui du tout. C'est juste qu'on se dit, comment qu'elle a fait ça? Resourceful en sacrifice. Ben oui. Si c'était juste de moi, en fait, si j'étais de mauvaise foi, je dirais qu'elle suçait bien. Des grosses motos. Ouais, exactement. Allons avec ça. Mathilde souligne qu'ils n'ont probablement pas été aussi prudents qu'ils croyaient lors de leur réunion secrète et leur stratagème maladroit. Et on se rappelle que Julie James a dit la même chose dans I Know What You Did Last Summer. C'est laquelle Julie James encore? Jennifer Love Hewitt. OK. Ils cessent de se soupçonner entre eux, mais craignent que quelqu'un les épie. C'est vrai qu'il y a des bons rappels, hein? Moi, j'adore des histoires de même. C'est pour ça que j'ai hâte de lire des lits de fuite parce que ça aussi, ça y ressemble. Tu sais, tous les auteurs de Frisson ont leur version de I Know What You Did, tu sais. Chapitre 27. Le lundi, en soirée, Mathilde appelle Émilie et convoque une rencontre le lendemain avant les cours. Une idée lui est surgie. Les gicleurs auraient dû faire en sorte que Florence, Brenda, ne passe pas par le chemin où elle a été retrouvée morte, ce qui veut dire que quelqu'un l'y a guidée. C'est pas maladroit. Ouais. Le guider, tu sais. Comme qu'il l'ait forcé à faire quelque chose. Ben, OK. Puis ça, il le suggère aussi. Ben, tu sais, c'est un peu facile parce que elle était tellement fraîche qu'elle n'aurait pas été mouillée ses cheveux. Fait que c'est pour ça que c'est pas normal qu'elle ait été retrouvée morte. Mais dans la panique, tu sais, tu t'en fous un peu, tu veux juste en aller, tu penses plus à ça, là. Ben, c'est pour ça que je me dis que c'est un peu boiteux. Bien mais d'accord. Ça va continuer après qui va amener qu'elle a raison de penser ça. Mais c'est fou de voir que quand tu fais un plan, les autres commencent à percer au travers de ton plan pour aller à la vérité. Puis on reste de glace. Ben, reste de glace sont pas mal en train de s'écrouler, eux autres, là. Mais je parle d'Émilie. Émilie? Ah ouais. Ouais, Émilie, elle reste comme ben correcte là-dedans. Non, elle trouve ça drôle. Ouais, c'est ça. Elle trouve ça drôle, puis elle est capable d'aller là. Tu sais, ça ne dérange pas que Florence soit morte avec ça. Fait que, c'est comme chapitre 28. Watch out, ça se corse. Mathilde est réveillée au milieu de la nuit par un bruit étrange. En état de semi-panique. Un bruit dans la nuit. C'est ça.
découverte. En état de semi-panique, elle se lève et descend au rez-de-chaussée pour voir de quoi il s'agit. Elle trouve une roche qui est passée au travers la vitre du salon. Une note y est attachée. « N'insiste pas. Laisse tomber. » Ça, c'est la voix menaçante, mais ça aurait pu être « N'insiste pas. Laisse tomber. » Malgré que c'était en majuscule. Oui, c'est ça. C'est ça, Oui. comme morte. Chapitre 29. Jean-François est réveillé par son petit frère de 5 ans au milieu de la nuit, Ton imbécile d'ami n'était pas obligé de casser la vitre. dit-il. En effet, une roche a défoncé la fenêtre et le petit a bien failli la recevoir en pleine face, ce qui aurait été quand même un petit peu drôle, tu sais, parce qu'il était en train de se servir un verre de lait au chocolat nocturne. Le lait, encore. Merci de l'avoir. Tu l'as même noté dans ton petit cahier. Ben, je l'ai pas mis en caractère gras, mais je le remarque là parce que tu me l'as mentionné. Merveilleux. Je le fais pour toi, Anne-Marie. Une note accompagnait la roche que l'enfant remet à l'adolescent. Oublie ça. Ça n'est pas ton problème. J'ai toujours soif. Réclame le petit frère. Chapitre 30. Émilie se réveille en retard comme d'habitude et en descendant, aperçoit ses parents dans le vestibule en train de ramasser des éclats de verre. J'ai pas compris pourquoi elle a reçu une roche. Ben, elle l'a fait chez eux aussi pour brouiller les pistes. Puis c'est pas elle non, qui je trouve comprends la ça, roche. mais pourquoi elle a fait ça quand les deux autres bozos étaient pas là? Elle aurait juste pu aller les rejoindre. Tu sais, l'auteur aurait pu juste manquer ce passage-là. Ben, je pense pas que ça nous l'écrire. aurait dit. Quoique non, parce qu'on a Pas nécessairement. Je pense qu'il y aurait une façon intelligente de... Elle arrive chez son ami, puis elle monte la roche avec la note, puis tu sais, je sais pas, ça aurait été... peut-être qu'il y aurait une autre façon plus habile de la porter parce que j'avais vraiment pas l'impression. Ben, en fait, c'est ça que ça donne. T'as pas l'impression que c'est elle. Ouais, ben c'est... T'enlèves Ben, le soupçon. encore là, moi, le fait que ce soit pas elle qui ramasse la roche... Ah, ben... Tu sais, l'autre, il se fait réveiller par son petit frère parce qu'il était réveillé par la roche qui a failli la recevoir. Fait que quelqu'un qui a vu la roche rentrer. Mathilde est réveillée par la roche, fait que c'est pas elle qui l'a pitché. Mais Émilie, elle adore dur, quel hasard, mais elle descend, puis le lendemain, ses parents sont en train de ramasser. Elle s'est donné la peine pour brouiller les pistes pour qu'elle pense que c'est de l'extérieur, parce que c'est ça qu'elle veut, elle. Émilie, elle veut que les autres continuent à penser que ça se poursuit tout seul. Mais ses amis ne voient pas la scène. Non, ça, t'as bien raison, c'est pour nous autres. Ouais, c'est pour nous nous brouiller. Ouais. Mais ça a fonctionné. Ouais. Émilie a pensé à nous autres, elle. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est nous autres qui a voulu fourrer. Là. C'est exactement, t'as tout compris. Ouais. C'est du monde qui sont en train de lire ce qui m'arrive, m'aller me pitcher une roche. Exactement, elle est consciente du spectateur. C'est full méta! Un vandale a lancé une roche avec un papier enrubanné autour. À l'école, elle se rend compte que Mathilde et Jean-François ont vécu le même genre d'incident et ils ouvrent la note d'Émilie ensemble. Tu n'as plus besoin de ton fer. Les trois ados sont anxieux et réagissent différemment. Mathilde veut se rendre à l'évidence que le jeu de la mort se poursuit. Émilie veut retourner sous les couvertures et Jean-François est en colère qu'on lui dise quoi faire. Ah, je serais en calice, moi aussi. Ben, moi tout. Ben oui. Quand Mathilde suggère de faire ce que les lettres anonymes demandent, Jean-François s'enrage parce qu'il n'est pas aussi simple pour lui d'oublier. Il est encore tourmenté par la mort de Florence Brenda, dont il se... Je pourrais juste dire Florence à ce point-ci, si tu voulais. Non, mais c'est correct, j'aime ça, Florence Brenda. Moi aussi, je suis attaché à Brenda. Parce que Brenda, c'est comme Marc Labrèche. Oui, je sais. J'arrête pas de penser à ça. C'est elle que je vois, tu sais. Fait que, ouais. Fait que c'est quand tu vois, on a la même référence. Oui, hey, donc, il se sent toujours responsable. Il frappe dans un mur. Il ramène alors qu'il est étrange que Florence, Brenda, se soit dirigée vers les gicleurs et suggère que quelqu'un l'y ait amené pour la tuer. Il quitte les filles sans même se retourner. Fait que là, dans le fond, la scène, c'est JF qui l'a fait. Laquelle, ça? JF là, qui s'en va en courant, les bras tout croches. Oui. J'espère que c'est parti! Oui, mais c'est émotif pour les petits minous, là. Ouais. C'est émotif, là. Chapitre 31. Émilie est en cours et se rappelle un des nombreux souvenirs où sa sœur lui a fait prendre le blâme pour une de ses bévues. Ouais, OK, let's go. Je l'ai-tu écrit? Non, je l'ai même pas écrit. C'est quoi Ben, moi, je me rappelle, là, c'est de l'argent volé. Il y a un vase cassé aussi. C'est chien. C'est chien. Ben C'est oui. vraiment chien. C'est qu'elle a fait tout prendre les blâmes. Ouais. Puis Émilie a passé sa vie à se faire chicaner. C'est ça. C'est là qu'on comprend, OK, il y a une vengeance, il y a quelque chose de psychologique là-dedans. Ça va? Oui, j'ai comme vécu de quoi, puis je me suis pété le microphone d'en face. Ça fait du bien. Ouais.
Non, fais pas ça, c'est pas gentil. Au dîner, elle rejoint Mathilde et, constatant l'absence de Jean-François et la descente aux enfers moralement de celui-ci, les deux filles s'entendent qu'elles doivent agir pour leur ami. JF ne veut plus s'asseoir avec elle parce qu'il croit qu'ils sont épiés et écoutés. Je comprends. Mais ça, c'est tu deviens parano dans un moment même aussi. Là. C'est ça. T'as quelqu'un qui te surveille puis qui te fait chanter avec quelque chose que tu faisais puis qui sait que j'aurais peur. Il faut que nous discutions à nouveau, dit Émilie. Que Jean-François le veuille ou non. Mais réfléchissons d'abord. Il faut considérer cette question sous toutes les angles. Chasse l'hypothèse d'un meurtre de ton esprit et vois ce que tu peux trouver. Fait qu'elle essaie vraiment de tout diriger les autres. Dans le fond, elle veut même pas que le monde pense à des meurtres ou des affaires comme ça. Elle veut vraiment que ses amis pensent que c'est un hasard, que les choses arrivent. Puis, tu vois, moi, à un certain point, quand j'étais jeune, je me rappelle avoir pensé que c'était surnaturel. Oh, intéressant. Comme j'avais pas deviné que c'était Émilie quand j'étais jeune. Y a-tu ça là-dedans, dans les frissons, oui, ça surnaturel? Ouais. OK. Ah, mais c'est une bonne réflexion. Ça aurait pu être surnaturel. J'ai pas pensé à ça. Frissons. Oui. Chapitre 32. Mathilde rentre chez elle et se met à disculper Jean-François dans sa tête et s'admet qu'elle en est amoureuse. Comme nous tous, d'ailleurs. Oui, finalement. Bonne twist. Ben, on voulait, là. C'est ça. Elle se met à griffonner sur un bout de papier des formules algébriques reliées au jeu de la mort, tentant ainsi d'en sortir une logique. Ce qu'elle en retire plutôt est un dur coup de réalité. Florence Brenda a bel et bien perdu la vie durant le jeu de la mort. Ça, c'est qui a cette réflexion-là? C'est Mathilde. Mathilde, oui, c'est ça. Torturée par le destin. Et voilà. Tagline, chapitre 33. JF rumine les mêmes pensées que Mathilde en s'entraînant seule. Il n'avait jamais vu une personne morte avant Florence, Brenda, et de savoir qu'elle a peut-être quelque chose à voir avec son décès le tourmente terriblement. Et là, je rectifie, c'est qu'il a peut-être quelque chose à voir, pardon. Il s'en veut aussi d'avoir fait semblant de ne pas voir Mathilde et Émilie aujourd'hui. Ils espèrent qu'elles ont compris pourquoi ils faisaient ça. Et elles ont compris. Oui, elles ont compris. On l'a su dans le chapitre avant. Merci. Oui. Je viens de me le préciser. C'est important. Retourné chez lui, il continue à penser et se rend bien compte qu'il ne trouvera pas de solution toute seule. Le moment où le gars réalise qu'il ne peut pas réussir sans les filles. Hein? C'est un chemin, ça. Ouais. Tu t'en parlais? Non, c'est correct, c'est bien. Mais c'était son team, tu sais. Il n'y a pas le choix d'avoir l'accord de tout le monde, de jaser avec tout le monde. C'est pas juste ça. Ça. Dans une situation de même, stick fucking together jusqu'à ce que tu trouves le tueur. Exactement. Chapitre 34. Jean-François attend les filles le matin à l'école et leur dit qu'il veut discuter au grand soulagement de Mathilde. Il veut par contre qu'ils discutent à un autre moment et plus subtilement. Soudain, il sourit et apprend aux filles ce qu'il a appris. Antoine a retrouvé son manteau sur la pierre tombale et a eu la chienne de sa vie devant témoin. Oui. Ça leur aurait suffi. On l'a finalement su ce qui est arrivé au jacket. Là. Ouais, le blouson de remplacement qu'il portait était celui d'Alexis. Mais ça, j'avais calé, c'était clair. Mais oui, tu sais, c'est ça, là. Come on, c'était sûr que c'était ça, là. Je l'ai dit à la Marine Orsini avec expression. Son frère jumeau! Duh! On salue Marina, d'ailleurs. Ah, j'adore Marina. On l'aime. La femme de ma vie. Je l'écoute pour être de bonne humeur, moi j'écoute Avila, là. Puis, oui, les filles de Calette? Oui, c'est les femmes. Hein? Oui, c'est sur Netflix. Ouais, les la scène femmes du de cheval, Calette. bonjour. C'est Mais la scène de Villa dans le lac, moi, merci Marina Orsini pour m'avoir montré mon premier. Je sais ce que je vais faire à soir, moi. Et par miracle, ceux-ci ont un alibi pour le vol d'examen. On va se faire en Villa. Allez, Je t'ai attendu longtemps. Bien sûr, ils devront passer un autre test pour en être certains, mais ils sont sortis du bois pour leur futur. Se rappelant qu'ils doivent être subtils, les trois amis se sentent soudain en danger. Mathilde suggère alors de tout aller raconter à la police. Étant donné leur horaire respectif qui ne concorde pas, les ados s'entendent pour se rencontrer à la station-service près du poste de police à 22 heures. On arrive au climax! Chapitre 35. Émilie soupe avec ses parents et s'efforce de suivre la conversation. Dans sa tête, elle se rend soudain compte que quelqu'un devrait aller sécuriser les alentours de la station-service avant leur rencontre et se porte volontaire mentalement pour le faire.
Elle est sortie de ses pensées par sa mère qui lui annonce que sa sœur, son horrible sœur, viendra les visiter en soirée parce qu'elle est revenue de son long voyage et se réinstalle dans leur vie. Fait que là, moi, j'ai commencé à penser, c'est la sœur qui est revenue. Ben, ça ferait du sens. Ça ferait du sens, mais on n'a tellement pas eu de contact avec elle que c'est comme si on était emporté dans le délire paranoïaque de cette pauvre Emily, finalement. Ben, tu ris, mais dans I Know What You Did Last Summer, que je ramène encore, c'est ça qu'ils ont fait. À un certain point, Julie James a lu un article de journal d'un père fisherman qu'on n'a pas vu de tout le long du film, puis à la fin, c'est lui. C'est lui, hein? Ouais. Ouais. C'est comme une présence qui hante. Ben, c'est ça, finalement. Ouais, c'est ça. Elle hante l'histoire, puis on pense qu'elle a un rapport avec ça, puis finalement, elle a un rapport, mais d'une autre façon. Ben, c'est elle la pire méchante de l'histoire parce que c'est elle qui a rendu sa sœur comme ça. Ouais. Fait que là, elle est de retour et. J'en suis vraiment ravie, dit-elle non sincère. Parce qu'elle en est ravie. Ravie. Mais non sincère. Ben, c'est ça. Elle n'en est pas ravie du tout. Non, elle veut pas. Chapitre 36. Émilie se stationne non loin de la station de service. Oui. Vers 21h15, après avoir fait une ronde du voisinage. Elle n'a rien aperçu d'étrange. Elle observe de loin l'endroit entendu et décide de faire un tour du pâté de maison afin de sécuriser l'endroit davantage. À pied, là, qu'elle fait cette fois-là, bien sûr. En chemin, elle entend un bruit dans une ruelle sombre et tombe à genoux pour éviter un coup. Ça, je ne l'ai pas catché. Moi non plus. Le coup, je ne l'ai pas compris. Tu dis, il y a quelqu'un d'autre. Ben, c'est parce qu'il précise que c'est pour éviter qu'un coup. Tu sais, si elle aurait fait comme. Elle tombe à genoux. C'est elle qui se frappait, genre? Ben, moi, je pense qu'elle s'est enfargée. Il faudrait voir en anglais. Oh my God, chapitre 36 à la fin, voir si elle évite un coup. C'est vraiment le dernier paragraphe, là? Ben, ça devrait parce que elle tombe à genoux pour éviter un coup. She thought she heard the noise again and fell to her knees, then rolled quickly sideways, hoping to avoid the blow. Ben, c'est ça. OK, bon. Parce qu'un blow, tu sais, c'est quand même. Quelqu'un fait ça, là. Ouais, mais avoid the blow, ça peut être. C'est pour. Elle s'est fait tourner pour éviter de tomber trop durement sur ses genoux. OK, comme le choc. Ouais, le choc, exact. C'est ça, mais en français, c'est le coup. OK, c'est peut-être ça. Je me suis vraiment fait avoir par le langage. Ouais, mais je trouve ça malhabile, moi. Hey, on apprend frisson sur le poudre. Ouais. Chapitre 37. En tout cas, ça nous a piégés. Mathilde et Jean-François arrivent en même temps à la station-service à 21h55. Ils aperçoivent la voiture d'Émilie, mais ne la trouvent nulle part. JF suggère qu'elle est arrivée d'avance pour sécuriser l'endroit et décide de partir à sa recherche. JF connaît très bien Émilie. Mathilde, ne voulant pas perdre trop de temps, exige qu'ils se séparent. Mathilde est conne. Mathilde a vu 0 film d'horreur de sa vie, elle. Elle part vers la droite, lui vers la gauche. Elle porte à droite et lui dans Il est content de constater qu'il entend encore Mathilde appeler Émilie au loin. Il entend soudain un bruit dans une ruelle sombre. Il se passe bien des choses dans cette ruelle-là. C'est bizarre, en effet, on va aller voir. Quand ce bruit se manifeste une deuxième fois, il est soudain pris d'une douleur à la tête qui lui fait voir des étoiles. Chapitre 38. Quand Mathilde arrive devant la ruelle et constate qu'elle n'a toujours pas rejoint Jean-François, elle entend une voix familière dire qu'elle est tombée. Je suis tombée aurait suffi, mais OK. Ouais, c'est ça. Non, Il fait très noir, mais elle s'approche tout de même de la voix et trébuche sur un corps inerte par terre. N'ayant pas le temps de se relever, une douleur lancinante lui envahit l'épaule. Quand elle reprend conscience, elle aperçoit le corps sur lequel elle a trébuché se faire traîner par terre. C'est celui de Jean-François, inconscient. Puis on comprend qu'elle s'est fait disloquer l'épaule aussi. Là. C'est quand même graphiquement, mais habilement amené. Là. Ça fait mal. Oui. Puis on comprend que son épaule est complètement... Et sorti de son sa clavicule, c'est son socket, exactement. C'est ça, puis oui. Fait que moi, toute la journée, je la voyais traîner avec son bras. Je sais, ça devient hyper visuel. Ça pourrait être mon bras, ça. Ça doit faire tellement mal. Mais quelle héroïne, par exemple. Oui. Quand elle reprend conscience... L'adrénaline. Émilie est celle qui tire dessus sur Jean-François, qui tire sur le corps inconscient. Elle tire son corps, oui. Mathilde reprend alors ses esprits et refuse qu'Émilie élimine son amour non dévoilé. De peine et de misère, elle se relève et tente de retrouver la vilaine et le corps qu'elle traînait. Elle finit par l'apercevoir et lui saute dans le dos.
avec la clavicule ressortie. Oui, là. c'est ça. Parce que là, elle était toute buzzée, premièrement. Puis elle a fait une bonne job pour décrire qu'elle était. Ben, imagine. À manger, ouais, c'est ouais. Quand t'as mal à l'épaule, tu vois des étoiles. Là. Ben oui, c'est le choc, t'es en choc. Puis là, elle monte sur un muret, puis elle saute en bas. Hey, l'adrénaline fait faire plein de choses de choses. Elle se bat avec, c'est pas tout de suite, elle se fait maganer encore avant. Ouais. Je suis allée trop vite. Ben oui, c'est ça, je te dis, elle est vraiment badass en esti. Là. Une bagarre s'ensuit et Mathilde réussit à casser la gueule à Emily. Elle s'empare ensuite du corps de JF et le tire avec un seul bras vers la rue passante de la station-service. Mathilde aperçoit alors une cabine téléphonique. En l'atteignant, elle est poussée brutalement contre la cabine et tout s'effondre autour d'elle. Parce que là, elle se fait renvoyer dans les limbes. Chapitre 39. Quand elle revient à elle, Mathilde entend le discours cinglé de sa meilleure amie Émilie. Fais pas le saut, Bella est en arrière de toi. Oui, je l'ai entendu. Bella. Tu ne peux pas me dénoncer, tu comprends? Dit-elle. Comment pourrais-je devenir quelqu'un d'important si tu me dénonces? On va penser à Scream 4, Jill Roberts, quand elle pète une coche, c'est un peu ce qu'elle fait, là, elle veut devenir. Mais là, elle, tu vois, elle veut devenir quelqu'un d'important. Elle a comme un motif, elle a un délire. C'est ça, mais elle voulait devenir une artiste, c'est important. C'est ça que j'essaie de le lier avec le début, puis Ben, je sais pas si elle voulait devenir un artiste. Moi, j'ai plus l'impression que elle a tellement toujours vécu dans l'ombre de sa sœur qu'elle est importante, c'est être remarquée par ses parents. L'idée d'être important, c'est peut-être ça, ouais. Émilie se met alors à divaguer sur ses parents. Ah, ben, regarde, tu vois, finalement, c'est expliqué, il fallait juste aller plus loin. Tu vois, je me rappelais même plus. Émilie se met alors à divaguer sur ses parents qui n'aiment que sa sœur et pas elle, tout en parlant d'éliminer Jean-François, toujours inconscient. Elle admet que le jeu de la mort est entièrement de sa faute, mais qu'elle n'a pas eu le choix d'aller jusqu'au bout quand ça a dégénéré. N'ayant pas de talents spéciaux ou de particularités pour l'université, elle a cru que son devoir était de venger ses amis et elle-même, ayant grandi dans un environnement dévalorisant. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un moment où elle faisait de quoi pour son ami, mais elle savait que c'était allé trop loin. Puis l'idée que le bien, c'est pas juste du bien ou du mal. Entre les deux, ça vient soutenir cette thèse. Ben, elle fait pas les choses mal, mais là, à cause qu'elle est sur le bord de se faire pogner, elle veut les tuer. Fait que, c'est ça, là, elle est ailleurs. Oui, elle est ailleurs, c'est vrai. Le jeu se serait terminé de lui-même si Jean-François n'aurait pas étiré son sentiment de culpabilité jusqu'à vouloir aller à la police. Voulant maintenant se débarrasser du garçon, elle arrache le combiné du téléphone payant et laisse Mathilde meurtrie par terre pour aller s'exécuter. Chapitre 40. Encore une fois, déterminée à sauver son grand amour, Mathilde se lève pour sauver Jean-François. Son grand amour. T'es pas allé de main morte. Non, je parlais de main morte. Elle déduit qu'Émilie voudra aller lancer son corps inerte dans la rivière pour qu'il se noie dans son inconscience. Elle était chanceuse en esti, mais elle la connaissait bien. Ils se connaissent bien. Ben, ils se connaissent bien. Elle a été surprise du problème de santé mentale qu'Émilie a, là, mais tu sais, tant que tu connais quand même bien. Quand elle aperçoit Émilie sur le bord de la rivière en train de déterrer une grosse roche pour la mettre sur JF, Émilie prend un objet lourd, encore une fois, pour le lui dropper sur la tête avant qu'elle ne la voie. Fait que finalement, tu avais raison, ça s'est passé quand tu disais tantôt, je suis désolé. Chapitre 41. Mathilde ouvre les yeux en entendant Jean-François l'appeler. Nous sommes lundi et JF explique à Mathilde qu'ils avaient décidé d'aller à la police mercredi dernier et qu'elle est restée inconsciente depuis ce temps-là. Ça, c'est un peu facile. Qu'est-ce qui est un peu facile? Ben, elle est restée inconsciente pendant je sais pas combien de jours. T'sais. Elle a assommé la fille puis pendant 2-3 jours, le temps que les affaires se règlent, elle était inconsciente. Là, fait que la partie plate a dormi, chanceuse. Oh, je dormirais moi aussi. Ouais, j'avoue. Il lui, ben pas à cause de ce livre-là. Ce livre-là, t'as tout fait. Non, ben oui. Il lui explique aussi qu'Émilie est la responsable du jeu de la mort et voulait qu'il se poursuive parce qu'elle trouvait que les victimes méritaient leur punition. Ce qui n'était pas tout à fait faux, mais OK. Émilie a fait jouer les cassettes concernant Jean Saint-Roch elle-même. Ralph fera une cure de désintoxication et les jumeaux ont réussi leur reprise d'examen. JF explique qu'il a repris conscience après qu'elle ait assommé Émilie et qu'il a lancé son corps dans la rivière pour pouvoir se sauver. Ça, c'est sick, pareil. Je veux dire, tu lances le corps... Je comprends qu'elle vienne essayer de les tuer aussi. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi avec ça quand même. Ben elle n'est pas morte en plus. Non, elle n'est pas morte parce que, bon, elle ressort en titubant. Ça peut-être en parler, mais elle ressort de l'eau en titubant. Des gens l'aident et tout et tout. Mais quand même, je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me dis... probablement qu'elle c'est pas... Elle a peut-être attaqué. Ouais. En tout cas, peut-être qu'ils ont comme là, c'est sûr.
Mais elle n'est pas morte. Non. Elle a nagé jusqu'au bord et des gens l'ont aperçue. Oui. C'est ce qu'ils disent. Comme JF avait déjà tout dit à la police avant que ces gens-là l'aperçoivent, elle a fait une petite raide d'une glissade d'eau. Ils ont su quoi faire avec blablabla. C'est l'explication que j'ai écrite. Blablabla? Ouais, blablabla. Mais c'est pas mal ça, les frissons, ils ont su quoi faire avec, à cause que JF il avait déjà appelé la police, fait quand ils l'ont trouvé, ils ont fait « Ah, c'est toi qu'on cherche quand c'est des tués, tu sais. » C'est ça. Puis il suggère, là, si je me trompe pas, qu'elle elle est à l'hôpital psychiatrique, qu'il y a vraiment des problèmes. Fait que c'est ça l'explication aussi. Ben, elle va être enfermée. Oui. En se morfondant d'avoir perdu une amie qui n'est pas méchante, mais bien malade, le duo se regarde dans les yeux avec un sourire aux lèvres. L'amour brille sous les néons de la chambre d'hôpital. The end. C'est merveilleux. Une histoire d'amour dans les couloirs d'hôpitaux. Ouais, puis je suis sûr que j'ai écrit ça pour... L'amour brille sous les néons de la chambre d'hôpital. Oh my God. Néons de la chambre d'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais quand même, non, j'ai passé à travers diverses émotions. Puis je m'attendais pas à une fin comme celle-là. Là. Ah, moi, j'ai adoré. Mais je savais que c'était elle éventuellement, là, l'Émilie et tout. Mais OK, tu sais. Puis là, ben, le livre est tellement bon qu'ils ont tourné une scène. Est-ce qu'on va la regarder? Mais j'aimerais bien. Émilie? C'était lundi soir et la voix de Mathilde au téléphone semblait chevrotante, presque effrayée. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Émilie. Il est arrivé quelque chose? Non, rien d'autre. Répondit Mathilde. C'est suffisant comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Émilie. J'ai pensé à quelque chose. Commença Mathilde. J'ai déjà appelé Jean-François et il croit qu'on devrait se rencontrer demain matin. Avant les cours, il y a une chose dont nous devons discuter. Une chose à laquelle nous n'avions pas songé. Mon accent change, hein, au fur et à mesure que je le fais. C'est correct. La voix sera même pas... C'est vrai que j'essaie de, tu sais... Enfin, elle va parler avec un accent, tu sais, c'est ça. Quoi? Mathilde soupira. Elle fait On va recommencer, OK? Je vais essayer on va le faire plus. Émilie, bonjour. Tu sais, un petit accent international. On va faire la prise 2. Émilie? C'était lundi soir et la voix de Mathilde au téléphone semblait chevrotante, presque effrayée. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Émilie. Il est arrivé autre chose? Non, rien d'autre. Répondit Mathilde. C'est suffisant comme ça. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Émilie. J'ai pensé à quelque chose. Commença Mathilde. J'ai déjà appelé Jean-François et il croit qu'on devrait se rencontrer demain matin avant les cours. Il y a une chose dont nous n'avons pas discuté. Une chose à laquelle nous n'avions pas songé. Quoi? Mathilde soupira. C'est à propos de la mort de Florence. Ça me tracasse. Quoi? Répéta Émilie. Les gicleurs. Répondit Mathilde. Oui? Émilie écoutait avec une vive attention. Florence aurait dû entendre les gicleurs. Expliqua Mathilde. Ils sont bruyants. On peut les entendre jusqu'à l'arrière de l'école. Florence était bouleversée. Elle était sortie en trombe par la porte arrière. On peut supposer qu'elle voulait fuir tous ceux qui se moquaient d'elle et qu'elle s'est précipitée vers la porte la plus proche. Continue. Dit Émilie. Lorsqu'elle a franchi cette porte et entendu les gicleurs, elle aurait dû faire ce que toute autre personne aurait fait, c'est-à-dire éviter le parc. Je ne sais pas où tu veux en venir. Dit Émilie. Tu te souviens à quel point Florence soignait toujours sa coiffure, Émilie? Je ne peux tout simplement pas imaginer Florence courant dans la direction des gicleurs quand elle savait très bien que cela gâcherait complètement sa coiffure. Alors pourquoi l'a-t-elle fait? Émilie n'en savait rien. Hey, ça a l'air bon, man! Sérieux, les acteurs sont écœurants, premièrement. Le choix qu'ils ont pris... C'était ressenti. Non, c'est merveilleux, j'ai bien aimé ça. Ouais, ça s'encapsulait beaucoup de choses. Ça donne le goût de l'écouter. Ouais. Alors, la note Goodreads pour le jeu de la mort est 3.44 sur 5, basée sur 386 ratings. OK. C'est pas mal ça, les notes, tout le temps. Là. C'est 3 points quelque chose, puis tout ça. Là. Fait que c'est pas tant que ça. Moi, ma note, je lui ai donné 4.6 sur 5 parce que je joue sur la conscience. I Know What You Did Last Summer kind of story. Puis les personnages, je les ai trouvés attachants. Même Émilie. Ouais, hein. Moi, j'ai donné 4.
Ben, c'est bon. Oui, c'est bon parce que c'est un page-turner. Tu sais, je l'ai lu d'une traite. Page-turner, oui, c'est oui, bon. vraiment. Puis je trouvais que c'était intéressant à lire. Tu sais, il y a des petites lacunes ici et là. Je trouvais dans la façon dont c'était amené. C'est pour ça que je prends un 5. Émilie qui mange un coup. Ouais, des petites choses comme ça où t'es perdu. Puis quand tu comprends toute l'histoire, puis t'es rendu à la fin, tu te dis, ben pourquoi ils ont écrit ça de même? Fait que des fois, il y avait des petites affaires comme ça, mais autrement, j'ai bien du fun à le lire. Puis je trouvais que ça méritait quand même un bon 4. Puis on a eu le sens de la tragédie. Oui, on a eu beaucoup de plaisir. J'adore faire ça. Toi, t'as vu Molière là-dedans, puis tout. Pas Molière. Shakespeare. Ouais, les grandes tragédies. Pareil. C'est pas ça. Ouais. Puis est-ce que tu as trouvé des titres alternatifs? Toi, si mettons, tu avais écrit Le jeu de la mort, comment ça se serait appelé? Je pense que ce serait appelé Whoopsie! C'est très bon. Ouais. Très bon. Moi, j'ai trouvé Le Pacte du Silence 4, Le jeu de la mort. Oh. Donc, ça aurait été dans la famille de... Ben, certain. Émilie et la sœur diabolique. Et mon préféré, El Juez de la Muerte. Ben, ça, c'est sûr. Écoute, c'était certain qu'il y avait une petite twist Jour de la mort avec ça. Mais sinon, quelque chose avec les traumas, là, tu sais, Trauma's Revenge. Ou Trauma, tout simplement. Trauma, ouais. Fabienne Larouche, elle nous en voudra pas. Elle a fait la série, on va faire le livre. Exactement, c'est la même chose. Et voilà. Même chose. Ben, merci Anne-Marie d'être venue lire ce frisson-là avec moi. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi de films, de livres. Ouais, il faudrait que tu reviennes pour un terreur éventuellement. Je suis toujours disponible. Oh, j'aime ça me faire dire des choses de même. Toujours. Bon, ben, d'ici la prochaine fois, les amis, ben, faites de beaux cauchemars! Bye! Qu'ils ont fait pendant un an dans I Know What You Did Last Summer, puis je trouve qu'ils ont mérité le Fisherman. Mais en tout cas, ça, c'est mon avis. Non, c'est pas... Tu vois Anne-Marie qui est comme, OK, pourquoi je suis attaché à ma chaise, là? Chapitre 18, le mercredi suivant. Jean-François avec son enveloppe de foot. Anne-Marie dit quelque chose parce que là, je viens de dire que j'étais attaché à ta chaise, puis là, tout le monde... Mais j'ai pas catché. Ah, OK. T'es attaché à ma chaise? Non. Pour me tuer, c'est une référence que j'ai pas catchée? Oui, c'est parce que j'ai dit... Là, tu vois Anne-Marie qui est comme, pourquoi je suis attaché à ma chaise après que j'ai dit que les autres, ils méritent de se faire... OK, comme si je vais me faire lâcher. Oui, t'as tout compris. Non, je suis en sécurité, tout le monde! Je suis pas en train de lire un script. On a travaillé fort pour cette joke. Moi, je sais. Il y a même eu une pantomime puis tout, là. Du son puis tout en 3D. Je bave. Oh.